Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue et merci d'être si nombreuses et nombreuses à cet événement qui portera sur Madagascar, pays qui a récemment vécu une actualité particulièrement riche, un moment important qui a surpris autant qu'il a révélé des tendances profondes de la société malgache. L'association ESMA, étudiantes et étudiants de la Sorbonne pour les mondes africains, vous propose aujourd'hui un temps d'analyse et de réflexion sur cette séquence politique. Pour éclairer ce moment complexe, nous avons la chance d'avoir avec nous 4 intervenantes et intervenants aux expertises complémentaires et précieuses. Tout d'abord, nous avons Mesa Ramananzuel, vice-présidente de Zakoalo, une des voix essentielles de la société civile pour contact direct des associations de la jeunesse. Ensuite, nous avons Mireya Zafujakut, chercheuse à l'Institut de recherche pour le développement et spécialiste des réalités sociales et institutionnelles à Madagascar. Ensuite, nous avons aussi François Roubaud, également chercheur à l'IRD dans les analyses sur la gouvernance, les inégalités et les crises malgaches font référence depuis plusieurs années. Et enfin, nous avons M. Thierry Vircoulon, chercheur à l'Institut français des relations internationales, IFRI, fin observateur des dynamiques sécuritaires et politiques dans la région. Merci à vous d'être ici ce soir et un tonnerre d'applaudissements pour eux, s'il vous plaît. Bonsoir. Pour celles et ceux qui sont peut-être pas familiers de l'actualité politique malgache, qui n'ont peut-être pas suivi ou qui ont oublié, on va remettre un petit peu les choses dans leur contexte. On parle donc des manifestations de la génération Z qui ont commencé le 25 septembre 2025 en réaction aux coupures d'eau et d'électricité qui sont assez récurrentes à Madagascar et qui ont abouti à la destitution du président Andrade, qui était au pouvoir depuis et officiellement depuis 2019, réélu en 2013 et qui avait assuré une période de transition entre 2009 et en réélu en 2023 et qui avait assuré une période de transition entre 2009 et 2013 et justement dans des conditions un petit peu similaires. C'était un mouvement, une actualité, comme elle a dit, assez mouvementée, qui a été marquée par une répression particulièrement virulente. L'ONU parle de 22 morts et de plusieurs blessés. Donc c'est notamment une répression qui a été pas mal documentée sur les réseaux sociaux et qui a choqué l'opinion autant malgache qu'internationale. Pour mettre encore une fois dans le contexte, le moment de bascule, ça a été l'intervention de l'armée, du régiment militaire, donc CAPSAT, qui est un régiment, un corps de l'armée qui avait basculé la révolte du côté du peuple en se ralliant en fait aux manifestants et en appelant à la désobéissance et en les accompagnant sur la très symbolique place du 13 mai dans la capitale malgache. Donc on parlera des rôles de l'armée, notamment à Madagascar. On parlera aussi de cette fameuse extradition du président malgache par un avion militaire français. C'est le 12 octobre, si je ne me trompe pas, par un avion militaire français, par Sainte-Marie, La Réunion et vers une destination inconnue. On parlera aussi des tiroirs que cette information peut ouvrir. Donc enfin, ça nous a mené à une journée du 14 octobre qui a été assez mouvementée et confuse sur le plan constitutionnel, juridique, avec dissolution d'un côté, destitution, revendication du pouvoir par l'armée, décision de la Haute Cour constitutionnelle. Mais tout ça, c'est un petit peu normalisé par la suite et a abouti le 17 octobre par la nomination du colonel Michael Randjanirin en tant que président de la refondation de la République de Madagascar. Donc c'est un peu la situation dans laquelle nous sommes actuellement, une situation un peu de normalisation, de stabilisation. Le président a promis des élections dans 2 ans maximum. Il a nommé un gouvernement civil avec à sa tête un premier ministre issu du secteur privé, on en parlera aussi. Donc c'est un gouvernement qui est chargé de répondre aux aspirations du peuple à très court terme, mais aussi à ses demandes pour le long terme de réforme profonde du système politique à Madagascar. Voilà. Mais avant d'en arriver à ces questions, des revendications, on propose un petit détour, un petit retour par l'histoire pour essayer de comprendre si et comment cette période qu'on a vécue, cette séquence, s'insère dans des traditions politiques, historiques et sociales plus anciennes à Madagascar. Donc, pour commencer, si l'on analyse l'histoire récente de Madagascar, on peut s'empêcher de faire un parallèle avec des troubles similaires qui sont survenus en 2002 avec la prise de pouvoir de Rabalman
Ensuite, en 2009, avec la transition qui a été menée par Angela Swin. Donc, pour commencer, M. Roubaud et Mme Reza Fenjakout, j'aimerais vous poser une question au regard des événements récents. Il y a une question qui s'impose. Est-ce que Madagascar est en train de répéter un cycle politique déjà connu, donc alternant des prises de pouvoir contestées, des logiques népotiques et des renversements successifs? Ou est-ce qu'on est en train de vivre un scénario qui est véritablement nouveau par rapport à 2009 et 2002? Et quels éléments permettent de penser un test qui a rupture ou au contraire continuité? Ça marche? Merci. Peut-être d'abord, merci de nous avoir invités. Je vais commencer par ça. Et c'est impressionnant de voir ce public qui réunit, et surtout des jeunes, parce on vient aujourd'hui analyser un mouvement, les Gen Z, qui sont les jeunes. Je regrette un peu le fait qu'on sera tout en haut, là, par rapport à Mbo. Je n'aime pas du tout, parce qu'on est on est dans une position, pour la discussion, ça aurait été mieux qu'on soit sur le même niveau, mais bon, la salle est comme ça. Donc, pour répondre à la question, nous, en fait, je dirais, pour répondre à cette question, est-ce qu'on est dans quelque chose qui se répète ou est-ce qu'il y a quelque chose de nouveau? Oui et non. Je vais revenir là-dessus sur le non, parce qu'il y a quand même quelques éléments qui sont un peu spécifiques à cette crise et qui peut inciter à dire que c'est un peu différent des crises précédentes. Mais il y a un terreau qui est globalement le même. Et il y a aussi effectivement un certain nombre de facteurs qu'on retrouve à chaque crise et qui pourraient amener à dire qu'on est sur quelque chose qui se répète. Et donc, je viens de développer un peu par rapport à ça. Donc, nous, on a écrit donc un livre, on est là, le livre, pour ceux qui ne connaissent pas encore, hein, je dis, voilà, c'est pas pour ça la publicité, c'est juste pour que ça serve à tout le monde, quoi. Il s'appelle L'énigme et le paradoxe, où donc on a essayé d'analyser comment Madagascar fonctionne, en fait, avec François Rumbaud et Jean-Michel Max-Dadje. Et qui analyse justement ces différentes crises qui ont lieu. Donc, on commence par en fait la crise de 72, 91, 2002 et puis 2009. Et aujourd'hui, de nouveau une crise. Et donc, et nous, dans notre analyse, en fait, on met en avant le fait que Madagascar se caractérise en fait par une énigme et un paradoxe. C'est que d'une part, c'est le seul pays où sans qu'il y ait une crise, sans qu'il y ait un conflit ou une guerre ou qui puisse expliquer cela, on a une chute quasi continue en fait du niveau de vie depuis l'indépendance, quoi. Et donc c'est ce qu'on appelle nous un énigme par rapport. Et pareil, il y a crise récurrente. Et notamment à chaque fois qu'il y a un début de croissance, il y a une crise politique qui vient interrompre en fait le processus. Et donc là, on pourrait se dire, ce qui vient de se passer, est-ce que c'est de nouveau en fait cela? On pourrait dire que même si les données sont quand même assez fragiles sur ce point-là, qu'il y a un début de croissance, en tout cas l'économie frémit, il y a des choses qui bougent, en tout cas peut-être pas l'ensemble de l'économie. Et justement, je reviendrai là-dessus parce que c'est quelque chose qui n'est pas du tout inclusif, malheureusement. Ça n'entraîne pas l'ensemble du pays. C'est une croissance peut-être qui sont focalisées sur un certain nombre de secteurs et a priori accaparés. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui bouge et de nouveau, il y a une crise qui vient surgir et qui va interrompre, et une crise politique est-ce que c'est une crise qui va interrompre quelque chose ou est-ce que ça va est-ce qu'il y a quelque chose qui va être continué? En tout cas, il y a déjà cette structure-là qui est une base qu'on peut dire pour analyser la situation en disant il y a effectivement à Madagascar une crise récurrente, crise politique récurrente, et il y a des facteurs qu'il faudrait mettre en avant qui se trouvent derrière. Alors, est-ce que c'est le moment pour moi, parce que je ne veux pas monopoliser la parole, je vais peut-être passer la parole à François pour dire qu'il y a des facteurs qu'on retrouve en fait à chaque fois dans ces crises et qui amènent à se dire est-ce que c'est de nouveau une nouvelle crise on va retourner au schéma précédent, la structuration sociale du pays et le fonctionnement d'avant qui est resté le même. Donc je laisse François développer ça. Merci Mireille. Donc oui, impressionné d'être devant ce parterre de Gen Z délocalisés. D'ailleurs, peut-être parmi vous, il y en a qui ont joué un rôle, puisque ça c'est une spécificité de rôle de la diaspora. Par rapport aux crises antérieures, a été beaucoup plus important. Et donc on en discutera tout à l'heure. Donc juste pour dire, nous, en tant que chercheurs, c'est toujours difficile d'interpréter, de comprendre les événements à chaud.
et de loin. Et donc, là, on essaye de voir les facteurs sous-jacents. En général, l'idée, nous, on a procédé de manière inverse. C'est essayer de comprendre, de voir ce qui se passe concrètement et ensuite de l'interpréter. Donc là, on interprète le terreau, on fait dans l'autre sens, dans le sens chronologique, de voir quels sont les facteurs possibles d'une crise et leur exécution. Peut-être dire aussi, donc, posture modeste en tant que chercheur. Deuxième point, souvent, les gens ont des interprétations, c'est la corruption, c'est le manque d'éducation, c'est l'armée, etc. Et comme Mireille l'a dit, dans l'ouvrage et dans différents travaux, Madagascar a une trajectoire unique, donc, qui est caractérisée par cette énigme. Aujourd'hui, les petits-enfants, voire les arrière-petits-enfants, ont un niveau 2 fois inférieur à celui de leurs grands-parents, voire de leurs arrière-grands-parents. Donc ça veut dire que revenir à ceux qui sont aujourd'hui les arrière-grands-parents et qui seront, quand ils seront au même niveau, les arrière-arrière-grands-parents, quelles que soient les hypothèses, c'est quelque chose en temps de guerre qui n'est jamais arrivé. Et ce paradoxe qui, voilà, croissance, on s'attend à ce que ça aille mieux, et crise politique. Et donc, pour expliquer cette trajectoire ethnique, il faut des facteurs uniques. Je ne peux pas dire la corruption au Bénin, au Mali, au Vietnam, au Pérou, il y a aussi la corruption, il n'y en a pas forcément moins qu'à Madagascar. L'éducation, c'est aussi un problème, bref. Tout un tas de facteurs qu'on a tendance, comme ça, spontanément à mettre en avant, sont en fait pas spécifiques à Madagascar. Et pourtant, Madagascar a une trajectoire spécifique. Et donc, l'idée, donc, nous, on avait commencé, on a été... oui, peut-être le dernier point, c'est que pour essayer de documenter ce qui se passe, on revient de Madagascar. On devait organiser une grande université d'été avec 100 jeunes étudiants comme vous, mais à Madagascar. Ça a été interdit par les Français, enfin les Français officiels. Et donc, on a basculé cette mission qu'on a tout à l'heure dans notre compte pour justement rencontrer des acteurs du mouvement, en particulier de la Gen Z, mais aussi d'autres générations et des spécialistes de la question. Et donc, alors je sais pas, oui, voilà, c'est maintenant, on dit comment Madagascar fonctionne. Est-ce que c'est cœur ou c'est plus tard ou c'est maintenant? On peut, bon, voilà, en un mot, puisque pour nous, l'idée, donc on était en juin un colloque où c'était 1300 ans d'histoire malgache, organisé à Tana avec le département d'histoire de l'université d'Antananarivo. Et on a reproduit notre schéma là, de l'énigme et du paradoxe. On a prolongé nos cours du livre qui a été publié en 2018 et on observe dans les chiffres officiels du PIB, là, du PIB, du revenu par tête, une croissance légère. Et donc là, on s'est dit, on retrouve ce bout de croissance et on a fait un petit schéma en pointillé. Est-ce que ça va continuer ou est-ce que c'est la continuation de ce fameux paradoxe, début de croissance, crise sociopolitique? En apparence, c'est ce qu'on voit arriver. Donc ce qu'on avait dit, c'est la question, ce n'était pas de savoir s'il y allait y avoir une crise à Madagascar, mais quand elle aurait lieu. Elle a eu lieu. Pour l'instant, on ne sait pas si ça va se traduire par une chute des niveaux de vie ou au contraire, ça va continuer sur une dynamique qu'on va peut-être discuter. Et donc, maintenant, en une minute, pourquoi Babou, tu veux, pourquoi Madagascar? Vous voulez pas la parole Peut-être pour rebondir sur les facteurs un petit peu inédits, parce qu'on a vu cet aspect cyclique justement des crises, il y a peut-être deux éléments qui ont été marquants, je me tourne vers toi, mais justement, à la fois les réseaux sociaux et aussi la mobilisation de la diaspora. Est-ce que cette mobilisation de la diaspora, elle est vraiment inédite? Parce qu'on a vu des images en France, en Allemagne, en Belgique, en Italie, aussi ailleurs. Et aussi le rôle des réseaux sociaux dans tout ça, que ce soit dans la coordination du mouvement et dans sa visibilisation aussi. J'inclus aussi les médias internationaux dans la visibilisation du mouvement et de l'opinion. Oui.
par rapport à la mobilisation de la diaspora, surtout en France, s'est toujours mobilisée pour Madagascar. En 2023, notamment avec Zapoano, on avait fait le mouvement Zaku Itzour pour réclamer des élections transparentes et justes, en fait. Malheureusement, le mouvement n'a pas marché parce que les élections se sont quand même tenues, mais il y a toujours eu cette dynamique, en tout cas au sein de la diaspora malgache, que ce soit en France, aux États-Unis, en Allemagne, etc., à vraiment essayer de participer en fait à la vie, à l'engagement civique et citoyen, même si on est loin. Mis à part aussi l'engagement financier. Mais je pense que ce qui est qui est inédit dans cette mobilisation-là de la Gen Z et c'est comment la diaspora, en fait, s'est intégrée dans les dynamiques internes du pays. Et tu fais notamment des réseaux sociaux. C'est les réseaux sociaux qui a permis cet engagement-là. Parce que je pense que sans les réseaux sociaux, on n'aurait pas pu rentrer en contact, par exemple, avec les initiateurs du mouvement sur place. On a rapidement réussi à mettre en place une structure qui permet, en fait, aux personnes de la diaspora de s'intégrer en fonction de leurs compétences, qui soient communicationnels, par exemple, financiers, ou plus sur les aspects stratégiques. Donc, il y a vraiment une intelligence collective, en fait, qui s'est mise en place grâce à ce mouvement. Et je pense que c'est super intéressant de voir justement que la perception de la diaspora, en tout cas au niveau de ceux qui habitent encore en Madagascar, elle a changé. Parce qu'avant, on voyait beaucoup de discours comme quoi, oui, vous êtes loin, donc vous n'avez pas le droit de vous plaindre, en fait. Mais je pense que là, la diaspora a montré que même en étant loin, en fait, on continue à notre cœur constant de battre pour notre pays et on continue de participer à notre échelle. Merci Inès pour cette réponse. Lors des manifestations, les forces armées ont occupé une place plutôt ambiguë parce que dans un premier temps, elles ont été mobilisées pour réprimer les manifestations, participant directement à la violence exercée contre les civils. Mais un tournant majeur, comme Jonas l'a mentionné, survient lorsque le CARSAT annonce sans refus de tirer sur la population, rompant ainsi avec la ligne gouvernementale. Donc, Monsieur Virplan, dans son texte, il est important d'interroger en fait le rôle de l'armée dans cette crise. Donc, pour mieux comprendre, est-ce que vous pouvez nous rappeler la place de l'armée à Madagascar en général et aussi dans les crises précédentes? Merci beaucoup. Certainement pas, parce que pour vous dire de d'où je parle, moi je suis, même si je vais à Madagascar depuis plusieurs années pour enseigner, je suis pas un spécialiste de Madagascar. J'ai vécu un certain nombre de transitions politiques en Afrique, et c'est plutôt sous l'angle de la comparaison que je suis là, parce que j'ai dans ce nom barbare qu'on appelle la transitologie. J'ai beaucoup travaillé sur ces questions de crise et de transition politique. Et alors, pour quand même essayer de répondre à votre question, l'armée dans les crises politiques, elle a en effet souvent ce rôle fondamental de faire basculer le rapport de force. Et c'est ce qui s'est passé à Madagascar, puisque après 1 ou 2 semaines de manifestations, qui, comme vous l'avez rappelé, qui est réprimé, mais surtout par la gendarmerie, on sentait que le rapport de force était plutôt bloqué. Et donc c'est vraiment la mutinerie du CAPSAT qui a fait basculer les choses et qui a conduit à la chute du régime de Radjoël. Parce que sinon, si on était resté dans la situation dans laquelle on était, il n'est pas sûr qu'aujourd'hui, Radjoël ne soit plus président. Donc c'est vraiment l'armée, en effet, qui, dans ce cas d'espèce, a joué ce rôle de bascule, et dans d'autres pays aussi, ça a été assez similaire à partir du moment où, dans l'appareil sécuritaire, il y a des divisions. Et là, c'était le cas entre la gendarmerie et l'armée, très clairement. Eh bien, ça fragilise évidemment le pouvoir et ça peut permettre le bascule. Donc là, c'est ce qu'on a vu, et dans ce cas-là, un désaccord dans l'appareil sécuritaire, un désaccord aussi dans le système politique, hein, il faut le dire également, et pas que dans l'appareil sécuritaire. Donc voilà, pour essayer de répondre à votre question, oui, le CAPSAT, le basculement du CAPSAT a changé la donne. C'est d'ailleurs pour ça qu'il est maintenant, qu'en tout cas son chef est maintenant président, sinon il ne serait pas président, en tout cas dans le cadre d'un directoire militaire. Il y a à la fois une similarité avec beaucoup de cas africains,
Et puis une différence. La différence, c'est que il me semble que l'histoire, le rôle historique de l'armée n'est pas aussi fort, le rôle politique plutôt de l'armée n'est pas aussi fort à Madagascar que dans d'autres pays africains, où elle constitue vraiment un peu le cœur de l'État, qui fonctionne, alors que le reste de l'État ne fonctionne pas. Je pense que c'est pas la situation malgache, loin de là. Et donc ça, c'est la différence. En ce qui concerne les similarités, dans des situations de crise politique, très souvent, les acteurs tombent d'accord, ou implicitement, disons, ou les circonstances font que tout le monde tombe d'accord sur le fait que l'armée prenne le pouvoir pendant un certain temps, une transition. Là, c'est annoncé pour 2 ans. On verra si ça dure 2 ans. Il y a beaucoup de transitions qui durent plus longtemps. On sait que la dernière a duré quand même de 2009 à 2014. Et puis quand on est au pouvoir, on aime bien y rester. C'est une tendance assez naturelle. On verra. Donc, il y a cette question du pouvoir militaire. Et ce qu'on va voir très rapidement dans les mois qui viennent, c'est la relation qui va s'établir entre la présidence, qui est une sorte de directoire militaire, et le gouvernement civil, et de voir comment ils vont fonctionner ensemble, ou si ils vont pas fonctionner ensemble. Ça peut être aussi un scénario où finalement il commence à y avoir les divergences entre le directoire militaire et le gouvernement, et ce que fait le gouvernement, et au savoir si ça peut aboutir à des tensions entre les deux, ou si ça sera un chemin harmonieux pendant 2 ans. Merci. Merci beaucoup. J'aimerais poursuivre sur cette histoire de continuité et des ruptures en parlant des valeurs malgaches et de ce que le mouvement actuel peut en dire. Dans l'enquête à laquelle j'ai répondu tout à l'heure, pour moi, on parlait des valeurs malgaches, notamment du fiaban et du respect des aînés, de la violence aussi, ils avaient peut-être évoqué dans certains travaux. Est-ce que le mouvement actuel, il est en rupture avec ces valeurs-là, ou plutôt dans une forme de continuité, notamment du respect des aînés, par exemple, ou tabou de la violence? Je dirais que c'est, comme disait François, on est dans l'analyse d'une histoire qui est en train de se faire actuellement. C'est assez difficile de conclure en fait assez rapidement pour dire si on est en face d'une véritable rupture ou si c'est juste une continuité encore de ce qui se passe. Je pense que les mois qui suivent vont vraiment nous permettre de le dire. Et en général, nous, en tant que scientifiques, il nous faut du temps pour, disons, réellement donner. Mais ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a quelques éléments qui peuvent inciter à dire qu'il y a une forme de rupture. Donc déjà, le fait que, bon, les crises précédentes, les jeunes ont joué, par exemple, toujours des rôles. Cette fois-ci, les jeunes de la GZ, là, par exemple, on peut dire, est-ce qu'il y a une forme de rupture dans le sens où il y a eu, en tout cas, on a entendu les dénonciations de ce qu'on appelle le raïmandénisme, en disant que oui, souvent on dit à Madagascar, il y a la culture du raïmandé, en fait. Donc, c'est les parents qui doivent décider, et, disons, les enfants ou les jeunes n'ont pas forcément leur mot à dire, en caricaturant un peu, après en discutant, parce qu'on a discuté avec beaucoup de jeunes en disant ces valeurs-là, en fait, c'est plus nuancé que ça, mais disons, en allant un peu vite, ça peut être ça. Et donc, est-ce qu'il y a une rupture dans ce sens où les jeunes vont prendre plus de place dans la vie sociale à Madagascar ou non? À voir comment ils vont réussir à transformer ce mouvement. Donc, dans ce sens-là, on peut parler justement de changement peut-être par rapport à ça. Sur l'histoire de la violence, là, c'est clairement aussi, c'est un des facteurs qu'on met en avant dans notre analyse. On a mis en avant notamment le fait qu'il y a ce tabou de la violence à Madagascar, qui fait d'ailleurs que ce qu'on trouve comme, entre guillemets, ingrédient à chaque fois, à chaque crise, c'est quand l'État, en fait, c'est la répression en fait, des manifestations qui crée une étincelle en fait, qui fait basculer souvent justement les régimes. Et c'était toujours le cas lors des crises, et là, c'était encore le cas. Il y a une manifestation qui a été réprimée, qui a été d'abord empêchée, puis réprimée avec la violence venant de l'État, et finalement qui a abouti effectivement à la chute du régime, quoi.
Et donc, il y a ce tabou de la violence qui est très dénoncé et qui est, d'une certaine manière, peut renforcer en fait le mouvement et qui, in fine, aboutit à la chute. Et on le retrouve souvent. Ce tabou de la violence, on le voit aussi dans le sens où il y a à Madagascar, il y a en fait cette violence sociale qui existe, hein, qui est en fait les inégalités extrêmement fortes, hein, entre justement là, j'en ai parlé tout à l'heure, de cette croissance peut-être qui est frémissante. Il y avait un début de croissance, quelque chose qui est bougé au niveau de l'économie à Madagascar, mais qui a été finalement accaparé par un petit nombre, donc qui est pas du tout inclusif, quoi, dont ne profite pas la grande majorité de la population. Et donc ça, enfin, ça provoque en fait un terreau. Et là, dans l'analyse en fait de ce type de situation, ça marche plus. 16 ans. Allô, ça va? Ouais. Et donc dans l'analyse de ce type de situation, en fait, dans les discussions qu'on a eues, nous, il faut distinguer ce qu'est le terreau, c'est-à-dire ce qui se passe comme contexte au niveau du pays et l'étincelle qui fait éclater la crise, quoi. Et donc, dans le terreau, il y a ces inégalités qui sont criantes à Madagascar entre une classe ou un clan, on va dire, hein, qui vit presque sur une autre planète, qui concentre la richesse et qui concentre, et de l'autre côté, la population qui vit avec un niveau de pauvreté extrême. Madagascar, on a toujours du mal à le croire, mais fait partie des pays les plus pauvres du monde, quoi. Alors que c'est un pays, théoriquement, qui a une richesse naturelle, non chère en termes de ressources humaines. Et donc, ces inégalités extrêmement fortes, évidemment, c'est un terreau, c'est la violence sociale qui existe là, et qui est évidemment un terreau qui emmène des soulèvements et qui emmène ces crises aussi qui sont là, quoi. Et le gros problème, et qu'on retrouve justement, quand je parlais tout à l'heure, le facteur qu'on retrouve à chaque crise, c'est que d'une certaine manière, on avait dit, hein, sur le cas actuel, là, donc avec le clan présidentiel qui semblait avoir mainmise sur un certain nombre de pouvoirs économiques, pouvoirs politiques, etc., qui semblait avoir bien balisé tout pour garder le pouvoir pendant le plus longtemps possible. Et finalement, ça s'est écroulé comme un château de cartes. Et on peut se poser la question, en fait, en disant, mais finalement, c'était possible. Et donc, on dit bravo, d'ailleurs, avec la GFZ, en disant, ils ont réussi à faire tomber cet empire, quelque part. Et finalement, pourquoi c'est facile à le faire tomber? C'est parce que ce clan-là, en fait, n'a pas cherché à avoir une assise au niveau de la population. Donc finalement, c'est un clan qui était... c'est qu'il n'avait aucune assise au niveau de la population. Donc la population, évidemment, ne pouvait pas rester si longtemps que ça sans se taire. La population compte à Madagascar et il y a un potentiel de soulèvement, disons. Et la deuxième chose, c'est qu'au niveau aussi de cette classe élitaire ou ce clan, on va dire, il y a des alliances, mais qui ne tiennent jamais, quoi. Et donc, ce fait aussi que c'est des alliances qui ne tiennent pas, qu'il y a des dissensions entre eux, fait aussi que ça peut tomber très facilement, quoi. Donc, voilà quelques ingrédients pour analyser, en fait, cette crise. Je sais pas, François, Oui, je voudrais revenir sur la question de l'armée et la violence, et puis après sur la crise. Donc, l'armée et la violence, moi, je pense pas, je ne sais pas si Thierry Vircoulon a dit qu'il y avait un pouvoir militaire. Pour moi, il n'y a pas de pouvoir militaire à Madagascar. Il y a des militaires en pouvoir, le président est un militaire, mais dans tous les gouvernements de Madagascar, il y a toujours eu des militaires, et l'armée à Madagascar est très différente de l'armée dans d'autres pays africains d'Afrique continentale. Et en particulier, avec d'une part une espèce de légalisme. Il y a toujours besoin de légaliser des choses. Quand l'armée joue un rôle, c'est toujours sous couvert de légalisme. On l'a encore vu, la HTC, on a essayé de rendre ça constitutionnel. Ça, c'est la première chose. Et donc, l'armée n'a jamais vraiment tenu le pouvoir, en particulier par la violence. Donc, le niveau de violence à Madagascar est très faible. Et la violence de l'armée, hein, toute personne qui utilise la violence physique est discréditée automatiquement. Ça a été le cas dans toutes les crises. C'est une spécificité malgache, et ça a encore été le cas dans la chute du régime aujourd'hui. Et alors, quel est le rapport à la violence, le tabou de la violence à Madagascar? C'est que, d'un côté, le niveau de violence est faible,
très faible, mais on le mesure comparé à beaucoup de pays africains qu'on peut mesurer quantitativement avec des enquêtes afro-baronaises. Mais la peur de la violence est maximale à Madagascar. Donc on a tous les pays où il y a une corrélation entre la peur de la violence et la violence effective, l'expérience de la violence. Madagascar est tout seul, avec un niveau de violence très faible et une peur de la violence extrême. Et donc, ça veut dire qu'il est assez facile, par la peur, de tenir la population jusqu'à un certain point. Et c'est en gros ce qui s'est passé. Le régime de Rajoelina et Ratumanga, il ne faut pas l'oublier, ont été sur le modèle des anciens régimes. Marc Ravalomanana en fin de parcours n'était pas si différent. Ratsiraka à la fin aussi, et Ratsiraka 2. La différence, c'est que c'était paroxysmique. Là, ils ont vraiment été au plus loin, à la fois dans la prédation, les rapaces comme jamais on a vu ça, et aussi dans le maintien. Alors, je ne sais pas si on peut parler de terreur, mais tout le monde avait peur, très peur, de parler, de se faire emprisonner, à un point jamais atteint à Madagascar. Et donc, sur cette peur, le paradoxe que Mireille a soulevé, c'est que au moment où on a l'impression que le pouvoir n'a jamais été aussi puissant, Rabatumanga, donc le financier du régime, l'alter ego du président, personne n'osait publiquement prononcer son nom à Madagascar. L'article de journaux, il y en a peut-être eu un ou deux, et tout le monde en parlait quotidien, c'était dans toutes les conversations. Et donc voilà, on est à un moment où il tient tout, l'économique, le politique, et ça s'effondre tout seul. Et donc la raison, Mireille l'a abordé, je complète. Le haut et le bas. Comment, dans une société, on fait faire société? Et qui est une question que se posent souvent les Malgaches et vôtres. D'ailleurs, s'il y a des gens d'autres pays, vous pourrez comparer avec la situation de vos pays respectifs. En gros, il y a 4 manières de faire société. Soit par la redistribution étatique. Chez nous, c'est les pays occidentaux, européens, il y a les allocations chômage, donc il y a de la... Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'inégalité, mais il y a un lien entre le haut et le bas par les infos et la redistribution. C'est zéro à Madagascar. Deuxième forme, c'est des affinités ethniques, par exemple. Donc, il y a certains pays d'Afrique où le président a fait de son village la capitale. Les élites investissent dans la région capitale. À Madagascar, il n'y a pas de lien ethnique solide. Et la question ethnique, d'ailleurs, on l'a montré, est beaucoup moins importante que dans d'autres pays d'Afrique continentale. Troisième lien, c'est le lien par les corps intermédiaires. Les pouvoirs des chefs traditionnels, les pouvoirs locaux, et là, association et la société civile, et à Madagascar, c'est aussi beaucoup plus faible que dans les autres pays. Donc, en fait, de ces 3 liens, il n'y en a aucun, et c'est Madagascar est complètement spécifique, là, on l'a montré dans le livre, cette absence de lien entre le haut et le bas. Et donc, l'édifice, il tient sur des valeurs. Donc, on a parlé Raya Mangeni, voilà, le respect des aînés, qui est sacro-saint. Il y a aussi le Fiabadana, le vivre ensemble, le consensus. Et donc, c'est très symbolique et il est très facile dans ces conditions de déstabiliser le régime, d'autant qu'au niveau vertical, les élites, Mireille a dit, il y a souvent d'autres pays, des coalitions d'élites, une élite économique ou d'un clan avec un autre, et on fait des deals. Et à Madagascar, on s'aperçoit, on a étudié les réseaux de ceux qui sont tout en haut. C'est vraiment des tout petits noyaux. Il n'y a pas de véritable coalition d'élite à Madagascar. C'est juste temporaire et à petite échelle. Et donc, quand le président arrive et que la croissance est enclenchée, il accapare tout. Et donc, les clans élitaires qui ont été exclus, au bout d'un moment, disent « c'est pas possible. Les fruits de la croissance sont pas répartis ». Et à ce moment-là, ils s'appuient sur la population qui, eux aussi, voit la croissance et ils n'en profitent pas, et la manipulent d'une certaine façon pour prendre le pouvoir à la place et recommencer la même chose. Aujourd'hui, on espère être dans un cas différent,
on est dans un état différent. Ce n'est pas la classe politique discréditée d'anciens chevaux de retour ou de nouveaux hommes providentiels qui sont au devant de la scène, c'est la Gen Z, appuyée par l'armée. Et donc là, on a quelque chose qui est différent et qui peut peut-être permettre d'espérer que la sortie soit différente. Mais j'imagine qu'on parlera du futur après. Tout à fait. Merci, vous avez bien résumé un petit peu les causes. Je ne sais pas si Mélisse, tu veux rajouter quelque chose sur les revendications du mouvement Gen Z un petit peu? Oui, bien sûr. Je pense que du coup, il faut faire un peu un retour sur les revendications principales du mouvement. Donc au départ, c'était vraiment des revendications matérielles. En fait, la demande d'accès aux services essentiels, l'eau et l'électricité. Et je pense que, si je ne me trompe pas, d'ailleurs, vous pouvez me corriger, mais c'est l'une des premières fois à Madagascar où les personnes descendent dans la rue pour demander justement pas des revendications politiques de liberté d'expression ou autres, mais vraiment des besoins essentiels, qui étaient l'eau et l'électricité. Parce qu'à Madagascar, le taux d'électrification il est de 30%, ce qui est vraiment minime en fait. Donc je vous laisse imaginer l'état des campagnes, notamment où l'électricité doit être vraiment inexistante. Donc on fait ce passage en fait de revendications matérielles à des revendications plutôt structurelles, parce qu'on remonte vite à la cause. C'est quoi la cause? C'est comme Mireille et François l'ont expliqué, c'est le système en fait prédateur qui existait et qui fait que rien ne fonctionne dans le pays. Et on arrive donc à une certaine unanimité face à un gouvernement que personne ne cautionne et qui, pendant des années, ont réprimé la voix du peuple. À Madagascar, on ne pouvait pas se lever et parler contre le gouvernement. Pour rappel, même en 2022, un professeur a fait un pouce en bas et s'est retrouvé arrêté. Enfin, vraiment, la prédation était partout. Donc on a ce passage du coup de revendications plutôt matérielles à des revendications structurelles qui touchent en fait toute la population. Et je pense que ce qui change aussi dans ce mouvement, c'est que il n'y a pas eu besoin en fait d'un homme providentiel ou d'un leader pour pousser les personnes à aller dans la rue, parce que tout le monde était d'accord en fait. Tout le monde était d'accord que là, ça n'allait plus à Madagascar, on était face à un mur, on ne savait pas comment ça allait se passer, parce que les élections de 2023, tout était écrit et tout était en ligne pour qu'elle ne soit pas prise en compte. Andrzej Wajda a été élu à l'ordre, il a été naturalisé français, donc c'est anticonstitutionnel dans les faits. Pourtant, les élections se sont quand même passées, donc on était tous un peu face à un mur et face à une impuissance en fait au niveau de la population en général. Merci. Monsieur Vieux-Poulon, l'État s'oppose sur la qualification du mouvement et cela a un fort impact sur la perception positive et négative des événements. Donc, avec les éléments que nous avons actuellement, devrait-on parler d'un coup d'État dans le sens d'une prise de pouvoir illégale, illégitime, ou d'une révolution dans un sens plus positif, donc réponse aux aspirations populaires et respect de l'ordre constitutionnel? Vous avez les deux aspects dont on a déjà parlé, puisqu'il y a au départ un soulèvement de la jeunesse, donc c'est le premier élément dont vous parliez, qui tend à donner un côté révolutionnaire, même si moi, je ne suis pas le paradigme de la révolution. Larigotte me paraît faux dans ce type de circonstances, mais on peut poser les termes comme ça. Et après, vous avez des militaires qui prennent le pouvoir, ce qui est la caractéristique d'un putsch, et qui sont au pouvoir. Donc vous avez, grosso modo, on pourrait appeler ça un putsch révolutionnaire ou un putsch populaire, mais grosso modo, la prise du pouvoir par les militaires, le fait qu'il y ait maintenant un directoire militaire à la présidence, est apprécié, a été soutenu au départ par le mouvement, parce que, comme je le disais, c'est lui qui a fait basculer le rapport de force. Donc là, et on a tous vu les manifestations de joie pour que le CAPSAT a pris le pouvoir. Donc un putsch populaire, un putsch apprécié. Alors un putsch révolutionnaire, là, ça serait peut-être pousser les choses un peu loin, parce que c'est la question de qu'est-ce qui va se passer après. Mais je voudrais quand même remettre un peu rappeler que bien sûr les choses sont particulières. Donc ici on est aucune malgache. On parle de la singularité de Madagascar, qui est une île, etc. Mais enfin, c'est une île qui est dans le monde et qui est de plus en plus connectée au monde, notamment par les réseaux sociaux.
Et donc, c'est une île qui a regardé aussi, ou une jeunesse plutôt, qui a regardé ce qui s'était passé juste avant au Népal, hein, il me semble. Le Népal et ailleurs, mais ça va surtout commencer en Asie du Sud-Est. Et donc, il y a quand même cet élément. Et on voit quand même, et c'est pour ça que bon, moi je me remets dans un cadre un peu plus international. C'est pas comme s'il y avait une révolte de la jeunesse uniquement à Madagascar en ce moment, il me semble, hein, dans le monde. Donc il y a plusieurs pays, on voit, c'est comme le phénomène de la croissance élitaire, le phénomène de la croissance dont les bénéfices sont capturés par les élites, c'est pas propre à Madagascar. C'est aussi un phénomène qu'on voit ailleurs. Et c'est aussi un phénomène dont justement les jeunesses, que ce soit au Kenya, au Maroc ou ailleurs, critiquent, et le critiquent, comme vous l'avez dit, sous l'angle de la kleptocratie, en disant ce sont des régimes kleptocratiques, parce qu'on voit les élites s'enrichir, ça veut bien dire qu'il y a des fruits de la croissance, et nous on reste sur le côté de la route. Et donc c'est le même discours qu'on entend depuis le Népal jusqu'au Pérou et à Madagascar, au Maroc, au Kenya, etc. Avec des conséquences politiques différentes. Puisque ce discours, on l'a entendu dans la jeunesse kenyane l'année dernière, et ça a abouti à des faits politiques, et il n'y a pas eu de changement, alors qu'à Madagascar, au Népal, là, on a un changement, on a des gouvernements qui... Donc les conséquences politiques sont différentes, mais il y a quand même actuellement un mouvement international de révolte de la jeunesse dans ces pays du Sud, et même le Pérou est concerné, donc même un pays d'Amérique du Sud est concerné, qui est un mouvement qui semble, à mon sens, se généraliser, et qui va avoir d'autres conséquences, hein. Je pense qu'on en est qu'au début. Et on va voir d'autres pays aussi être dans ce genre de situation de révolte de la jeunesse contre des kleptocraties dans le Sud. Et donc, ce n'est que le début. Donc, voilà. Donc, pour ça, je n'appelle pas ça forcément une révolution, mais en tout cas, j'appelle ça un mouvement international de contestation. Justement, je rebondis sur cette question-là, parce qu'on a une question qui allait dans ce sens. C'est vrai qu'au départ, on part sur des problématiques qui sont plutôt endogènes, endémiques à Madagascar, qui sont assez spécifiques. Mais dans le même temps, on a des liens internationaux à faire, en fait, le lien avec les autres membres de la génération Z. Mais on peut se demander aussi s'il y a un lien à faire avec, notamment en référence à l'extradition du président Bernard Wioutar français, à sa double nationalité. Est-ce que c'est pertinent ou pas d'interpréter le mouvement actuel dans la grille internationale de contestation aussi de l'ingérence, d'une forme d'ingérence néocoloniale française en Afrique, dans un peu les aspirations au souverainisme que l'on voit un peu aussi se naître dans d'autres pays africains. Est-ce que c'est pertinent ou est-ce qu'on est sur un tout autre cadre ? On est sur une situation assez différente de l'Afrique de l'Ouest, hein, mais après, le vocabulaire est le même, parce que l'effet souverainisme, qui est le mot qui est à la mode actuellement, qui au XXe siècle s'appelait nationalisme, quand j'étais jeune, mais c'est souverainiste, ça fait mieux, j'imagine. Ce terme, tout le monde l'a à la bouche. Et je vois que tout le monde, quand tous les mouvements se disent souverainistes, etc., bon, on comprend la critique sur le thème nos ressources nous appartiennent et nous devons les gérer au mieux. C'est, disons, je dirais la définition commune qu'on peut donner en Afrique, en tout cas, de ce terme. Est-ce que j'imagine aussi que c'est la définition qu'on pourrait redonner à Madagascar, parce que très vite, on parle aussi dans les discours que j'ai vus, la question des ressources, etc. Et donc, si à mon sens, il y a un souverainisme d'ambiance, c'est celui-là. C'est celui sur le thème du contrôle des ressources naturelles et du fait de rééquilibrer l'exploitation des ressources naturelles pour en faire un levier de développement, ce qui, en règle générale, plutôt un levier de sous-développement ou un levier de développement d'un groupe social particulier.
Oui, sur la question du coup de la grille de lecture internationale, je pense que c'est hyper important de replacer Madagascar dans l'océan Indien déjà. Madagascar étant vraiment un hub en termes de commerce maritime, etc. Mais c'est aussi justement du fait de ses ressources, enfin, Madagascar est vraiment au croisement en fait d'intérêts étrangers différents. On parle notamment de la trans avec l'exfiltration du président par un avion d'armée française, qui est hyper important et ce qui a été déjà fait en plus euh, dans le passé avec Ratir. Mais au-delà de ça, il y a plein d'autres acteurs. Il y a l'ingérence française, il y a l'ingérence russe, qui a été notamment documentée par Gaël Borget en 2018. Il y a aussi la question des intérêts américains avec la base Touliard dans le sud. Donc il y a beaucoup d'intérêts étrangers qui se croisent en fait au niveau de Madagascar et qui posent aussi justement cette question de souveraineté. Souveraineté au niveau des ressources, mais souveraineté aussi au niveau des décisions en fait que le pays prend. Parce que, par exemple, en 2009, il y a des accusations que la France, notamment, a aidé son président du coup, Radziwiłł, à accéder au pouvoir dans ce temps-là, qui ont été confirmées par des diplomates. Donc voilà, il y a plusieurs aussi revendications populaires, du coup, qui peuvent être stoppées par justement ces intérêts étrangers-là. Et je pense que c'est important de le rappeler parce que justement, on voit souvent la question de souveraineté uniquement par rapport aux questions des ressources. Tu fais notamment du passé aussi de Madagascar, par exemple, en étant un pays anciennement colonisé. Mais il y a aussi des questions de souveraineté en termes de comment on veut gouverner le pays. En 1972, quand les jeunes se sont soulevés, les jeunes, notamment les médecins Tarkas, contre les inégalités en termes d'éducation au niveau de la médecine, ils sont rapidement montés vers les questions de la coopération entre la France et Madagascar. Et ils ont remis en question justement ces accords de coopération-là. Et on considère que 1972 est un peu comme une deuxième indépendance parce que ça a justement posé la question de est-ce qu'on veut encore collaborer comme ça avec la France aujourd'hui? Et ces efforts-là ont été comme stoppés en fait parce que par exemple le colonel Ratim Andjaf qui avait pris le pouvoir après a été tué en l'espace de quelques jours. Ce qui pose la question de pourquoi il a été tué, comment il a été tué. Jusqu'aujourd'hui, on n'a pas de réponse. Je jette un peu une bouteille à la mer. Mais je pense justement qu'il ne faut pas arrêter la question de la souveraineté aux questions des ressources, mais vraiment question de gouvernance en général et de comment en fait le pays, en tout cas Madagascar, veut mener sa politique. D'où l'intérêt notamment dans la feuille de route que la GNZ a présentée et que je vous invite à lire. Il y a la question notamment de prendre en compte vraiment l'échelle du Fuknul, qui a été notamment développé par Ratim Andjaf, et vraiment essayer de faire un peu un retour en fait au mode de gouvernance à Madagascar pré-coloniaux. Et je généralise un peu parce que Madagascar n'a pas été unifié avant la colonisation réellement, mais vraiment essayer du coup de trouver des modes de gouvernance qui correspondent en fait au pays. Ouais, je voudrais réagir. Alors, sans contredire ces analyses qui sont très pertinentes, hein, moi, je voudrais resituer un peu le débat parce que ça me fait un peu peur quand on se lance trop rapidement dans ce type d'analyse en insistant sur uniquement, parce que c'est vrai qu'il y a des ingérences étrangères. Et encore une fois, comme a dit François tout à l'heure, Madagascar n'est pas spécifique là-dessus. Dans tous les pays du monde, tous les pays d'Afrique, il y a des ingérences étrangères. Et d'une certaine manière, on comprend que les pays aient des intérêts qui cherchent à les fondre, et donc il y a des ingérences. Après, c'est au pays de se battre. Et dans ce type de discours, d'analyse, moi, ce qui me fait peur tout le temps, parce qu'on l'entend beaucoup à Madagascar, on l'entend beaucoup dans ce type de, justement, de discussions, en insistant essentiellement là-dessus, on reporte le débat sur... On peut se tromper de bataille, je dirais quoi. La bataille n'est pas contre justement uniquement cette ingérence étrangère. La bataille est interne à Madagascar. Beaucoup, justement, on a fait. Je viens de présenter aujourd'hui. J'ai fait un cours à l'université sur les élites à Madagascar. Et on a fait une enquête où on essaie de demander à un certain nombre de membres de la classe élitaire, c'est quoi les causes du mal développement ou justement des problèmes aujourd'hui à Madagascar. Et une grosse partie de la classe élitaire met en avant l'ingérence étrangère, les interventions des étrangers, la colonisation, etc. Et quand on pose la question à la population en général, eux, ils mettent avant tout le problème à la mauvaise gestion des dirigeants. Et donc, on voit bien là qu'il y a un petit problème et qu'il faut vraiment faire attention à ça. Ça, c'est
c'est mon point de vue en tout cas, et je voudrais insister là-dessus, souvent, et tous les gouvernements successifs à Madagascar, à chaque fois qu'il y avait des problèmes, ils ont dit « Ah, mais il y a les Français qui sont là. Ah, mais il y a les institutions étrangères qui nous forcent à faire ça. Ah, mais... » Et donc, on reporte le problème à l'extérieur au lieu d'assumer qu'avant tout, le problème à Madagascar, c'est des problèmes internes et c'est des problèmes de mauvaise gouvernance. Et si l'ingérence étrangère intervient, c'est parce qu'il y a des Malgaches qui acceptent et qui, justement, jouent avec cette ingérence étrangère. Et donc, au lieu de se battre en disant « Ah, c'est les étrangers », non, avant tout, les causes du problème à Madagascar, c'est interne, c'est des causes exogènes. Et donc, je reviens aussi là-dessus sur... là, je voulais sur la spécificité malgache, là, en disant effectivement, hein, mouvement des jeunes aujourd'hui, c'est pas spécifique à Madagascar. Et heureusement, d'ailleurs, c'est en se tournant et en prenant d'une certaine manière des forces en regardant ailleurs que les jeunes à Madagascar, peut-être pour un certain nombre, en tout cas, ont été poussés à mener ce soulèvement. Mais encore une fois, les causes à Madagascar sont spécifiques, quoi. Enfin, il y a un terreau, et c'est quand même un pays, on revient tout à l'heure au schéma qu'on a présenté tout le début, hein, c'est un des rares pays où on assiste à une récession continue depuis plus de 50 ans, depuis les années 60. Quoi. Donc c'est quand même vraiment unique et spécifique. Quoi. C'est un pays où il y a beaucoup de ressources, il y a les croissances, mais il y a effectivement des prédations élitaires, il y a ce problème de corruption, etc., dans différents pays, ce n'est pas spécifique à Madagascar, mais à Madagascar, il n'y a rien qui descend à la population. Tout est accaparé. Nous, on dit c'est le winner take all, c'est que ceux qui arrivent au pouvoir, ils prennent tout. Il n'y a rien qui descend au niveau de la population. Et ça, c'est spécifique à Madagascar. On a aidé au Vietnam pendant 5 ans. Effectivement, la corruption, elle est énorme au Vietnam. Mais le pays il y a une croissance extrêmement forte aujourd'hui au Vietnam. Et il y a toujours de la corruption. Mais la corruption aussi, il y a une corruption, mais il y a quand même une partie de la croissance qui revient à la totalité de la population. À Madagascar, il n'y a rien. Tout est accaparé. Et ce qui crée aussi d'ailleurs des dissensions au niveau de la classe élitaire, parce que des jalousies, parce que tel clan a tout pris et donc l'autre clan n'a rien. Et donc, c'est-à-dire, on crée des troubles et ça y est, une crise et le régime tombe. Et donc, voilà, c'est une spécificité du cas Madagascar. Oui, je reviens sur toi, mais sur l'histoire du coup d'État et de l'armée, etc. Est-ce que c'est un coup d'État? Moi, je ne suis pas constitutionnaliste, j'en sais rien. Peut-être que oui, peut-être que non. Mais bon, le coup d'État condamnable par définition, je le questionne parce que le régime qui était en place et que, pareil, les bailleurs de fonds, les ambassades critiquaient à beau couvert au quotidien, à aucun moment ils se sont levés pour dire c'est plus possible. Il y a l'Union européenne qui a quand même aisé la voie et l'ambassadrice, en l'occurrence, de l'Union européenne a été déclarée persona non grata, mais les Français, ils ont d'une certaine façon, ils se sont accommodés du régime. Et entre le régime de Radziwiłł et la perspective de ce qui se met en place, pour moi, il n'y a pas photo. Oui, il faut tenter. Et si c'était au prix de ce qui s'est passé, je crois que ça valait le coup. Donc le coup d'État n'est pas condamnable par définition, comme l'Union européenne de suite a dit l'ordre constitutionnel et n'a pas été respecté, donc on doit isoler Madagascar, etc. La France a un peu suivi pendant un moment. Heureusement, maintenant, il semble que les bailleurs vont s'accommoder de la situation et vont la suivre de manière vigilante. Et évidemment, il ne faut pas que derrière, l'armée accapare le pouvoir, comme c'est le cas au Mali, au Niger, au Burkina. À mon avis, les conditions ne sont pas réunies pour que ça se passe comme ça à Madagascar, du fait de la spécificité du rôle de l'armée à Madagascar. Et donc, je reviens là, sur ce qu'a dit Thierry Vircoulon, et peut-être pour mettre un peu d'ambiance et ne pas être d'accord sur le plateau, au moins partiellement. D'abord, tout à l'heure, j'ai dit, la réaction habituelle, c'est plutôt de dire « Oui, moi je sais pourquoi Madagascar ne va pas, c'est la corruption ». J'ai dit « Ok, il y a de la corruption partout ailleurs ». Mais le côté inverse, et qui était partiellement défendu par Thierry, c'est de dire « Oui, Madagascar est dans le contexte mondial, les élites… elles accaparent la richesse comme partout ailleurs, dans beaucoup de pays. Mais Madagascar, d'une part, comme Mireille l'a dit, a une trajectoire totalement atypique, pour reprendre les pays du Sahel,
le Niger, le Mali, etc. Depuis l'indépendance, ils ont multiplié leur PIB par, je ne sais pas combien, je ne veux pas dire de chiffre maintenant, mais la courbe est comme ça, et Madagascar, elle est comme ça. Et donc, il y a bien quelque chose de différent à Madagascar, donc il y a bien une spécificité malgache. C'est pas parce qu'on revendique ce qu'on connaît, il y a clairement, et on a mené des analyses comparatives, pour prendre le cas des élites. Les élites accaparent, dans beaucoup de pays, mais à Madagascar, c'est un paroxysme d'accaparement. D'une part, on est, quand je parle des élites, c'est le 0,1% tout en haut, et évidemment le président et son clan Ksatlik, quand il est au pouvoir, il a des fortunes comparables au niveau international. Madagascar, la population, elle est l'un des pays les plus pauvres du monde. Donc l'écart entre les deux, il est à son maximum à Madagascar. Et c'est pas tellement l'accaparement des richesses qui est un problème, comme l'a dit Mireille, c'est que le fait, il n'y a pas de lien entre le haut et le bas à Madagascar. On ne fait pas société entre les élites et la population. La classe moyenne a été laminée. Et donc voilà. Donc les points communs, il y a quand même des points communs, et là je serais d'accord avec Thierry. C'est les points communs évidents, c'est des jeunes. Donc au Népal, au Pérou, en Indonésie, au Bangladesh, au Maroc, oui, les jeunes, la Gen Z, et les réseaux sociaux. Mais là, c'est pas ça la spécificité de... Ce qui fait la différence, c'est le résultat de ça. Parce que on a des formes communes de mobilisation, mais le résultat, c'est qu'avec, alors on a dit 22 morts, c'est beaucoup, c'est trop, mais c'est ridicule, 22 morts. À l'aune de, si je prends le Népal, on était à 73, on a brûlé le Parlement. La taille des manifestations était aussi très faible. Si on regarde le nombre de gens qui sont mobilisés dans les manifestations, c'était rien du tout par rapport même à l'aune de Madagascar, où on avait dit à un certain moment, il y a 1 million de personnes sur la place de Pazmé. Bon, ça a été contesté après. Et donc, c'est la combinaison de facteurs communs avec la spécificité malgache qui a donné ce résultat, qui est quand même un résultat unique pour l'instant. Alors voilà, le renversement du gouvernement, le Maroc, ça a été enterré après le discours du roi, etc. Au Pérou, il s'est rien passé. Et bon, il y a eu destitution d'un président pour mettre là encore Kir à la place. Et donc, à Madagascar, il y a clairement un espoir que quelque chose change. Ça ne pourra pas être rapide, mais cet espoir est là. Et voilà. Le problème, c'est comment cet acteur, le GNZ, qui n'est pas le seul acteur en ville, va pouvoir continuer à peser, pas tout seul, probablement aussi avec la société civile organisée, qui s'est pas mal développée et qui a d'ailleurs collaboré avec les jeunes durant ces événements, va pouvoir exercer une pression pour qu'on ne soit pas dans le tout change pour que rien ne bouge. Et ça, c'est un peu le risque. Merci. En parlant de coup d'État et de mouvement Gen Z, on va faire un petit focus. Le mouvement, il est formé principalement de personnes de la capitale, plutôt urbain, et aussi composé de plus ou moins de jeunes étant éduqués et connectés. Donc, je pose une question. Est-ce que le mouvement Gen Z, il a réussi à rallier les préoccupations des franges les plus précaires à Madagascar? Et si oui, comment? Et aussi, comment est-ce que ce mouvement il est perçu par tout Madagascar? Je vais peut-être essayer de répondre à la question. Je pense que le mouvement Gen Z a, en tout cas, tenté de faire pour l'unanimité en termes de force, en tout cas d'espoir, de changement et de rupture avec le système, qui a réussi à mobiliser les gens dans la rue. Mais effectivement, l'enjeu central aujourd'hui, c'est d'essayer en fait d'être inclusif et d'entendre les revendications de toutes les franges de la population. Et c'est tout le travail que mène actuellement Gen Z Madagascar. Ils ont notamment fait leur premier séminaire le 30 octobre, qui a réuni plusieurs représentants de différentes régions, Ambromani, Pouen, Fidfonine, Analamang, etc. Donc il y a vraiment un travail qui est en train de se faire, en tout cas en interne, pour essayer de récupérer
d'entraîner le plus de personnes possible dans le mouvement et d'avoir cette structure où toutes les revendications sont écoutées parce que effectivement celles de la population urbaine ne sont pas les mêmes que celles des populations en venant des campagnes et en fonction des exemples et des villes également, les préoccupations sont pas les mêmes. Et juste pour rajouter par rapport à ça, dans justement la charte et la feuille de route que Gen Z a présentée, il y a vraiment cette idée de mettre en place des communautés populaires locaux, donc des CPL, qui permettraient en fait au niveau des Fouktan, au niveau des villes, des régions, des quartiers, d'avoir en fait des espaces de dialogue où les personnes, la population pourrait faire remonter chaque préoccupation qu'elle a par rapport à son style de vie, etc., pour ensuite les faire remonter à l'État pour essayer de faire ce lien justement entre la population et l'État, parce que je pense qu'aujourd'hui le problème aussi à Madagascar, c'est que l'État a toujours été vu un peu comme une institution répressive, justement, parce que c'est toujours la violence qui est utilisée pour réprimer la voix du peuple. Donc l'idée, vraiment, là, c'est justement de refonder le système, d'essayer de repenser les institutions qui doivent être mises en place à Madagascar, en fonction notamment de comment le pays fonctionne, et essayer de mettre en place vraiment la décentralisation pour justement faire entendre la voix de chaque Malgache. Voilà, on est justement en train de travailler sur cette question, avec des résultats nouveaux aujourd'hui même. Donc, Gen Z, en fait, quand on dit Gen Z, c'est pas une génération. Concrètement, c'est les jeunes, donc voilà, avec des tranches, on n'a qu'à dire 18-30 ou 18-35 ans, urbains et diplômés. Donc c'est ça qui a débarré le mouvement. D'ailleurs, en l'occurrence, si ça a débouché sur ce que ça a donné, c'est un pur concours de circonstances, puisque quand on regarde la séquence des événements, c'est les 3 conseillers municipaux qui vont avec des millions jaunes devant le Sénat. Ils sont rejetés, ils disent on va faire une manifestation. La manifestation est interdite, alors liberté. Une fois qu'elle s'est faite, quand même, répression, et il y a un enchaînement. Pour essayer de voir qui sont les acteurs, qu'on a essayé de rencontrer la semaine dernière, il y a 2 semaines. Donc, une partie, les diplômés urbains jeunes. C'est une partie infime de la population. C'est vraiment un pourcentage très très faible. D'ailleurs, dans les enquêtes sur lesquelles on essaie de s'appuyer pour essayer de voir est-ce qu'ils ont un point de vue spécifique par rapport aux autres, on a du mal parce qu'ils sont très peu nombreux et statistiquement, ça devient difficile d'en dire quelque chose. En tout cas, les premiers résultats qu'on a vus, c'est qu'en fait, on s'est dit, peut-être que la Gen Z, c'est eux qui ont subi les pires dommages de la gestion actuelle, les coupures d'eau et d'électricité, parce que quand on est étudiant en chimie ou étudiant, on a besoin d'eau d'électricité, et dans les bas quartiers, de toute manière, on n'a pas l'électricité, donc c'est pas notre revendication primordiale. En tout cas, premier résultat, c'est qu'en fait, on s'aperçoit qu'ils sont critiques, mais ils ne sont pas beaucoup plus critiques. Les diplômés sont plus critiques en général, mais pas plus que les plus âgés. Donc, ils ne se distinguent pas pour ça. Donc, peut-être une des raisons, c'est la frustration, c'est-à-dire leurs attentes sont supérieures et l'écart est plus grand entre ce qu'ils vivent et ce qu'ils attendent. Ensuite, quand on passe de la Gen Z diplômée urbaine, on pense aux bas quartiers ou aux gens qui ne sont pas des diplômés et qui sont en ville. Il y a eu un peu une agrégation dans les manifestations. Il n'y avait pas que des étudiants diplômés, il y avait aussi des gens, et donc il y a eu une espèce de sorte de convergence des luttes partielle sur, alors pour les jeunes non diplômés, c'est accès à l'emploi. Oui, pour faire tourner une petite boîte informelle, un coiffeur, j'ai besoin d'électricité ou un réparateur, et donc je suis empêché, ou quand je passe des heures à aller chercher de l'eau et que je dois faire du commerce de rue alimentaire, pour moi, c'est intolérable de passer des heures. Donc, eux, il y a eu un peu une mobilisation, mais aussi là, avec un peu une ambiguïté. Donc, dans les entretiens qu'on a eus avec des jeunes de la Gen Z, il y en a qui racontaient nous, on courait au moment où les gendarmes nous poursuivaient. On est arrivé dans les bas quartiers, 67 hectares pour ceux qui connaissent. Et là, on leur a dit venez avec nous, etc. Et ils ont été repoussés par c'est votre problème, c'est pas le nôtre. Voilà. Puis après, il y a aussi la possibilité pour ces jeunes qui n'ont rien
de dire, ben voilà, nous, on peut aussi profiter de ce moment pour aller piller des magasins, même si dans le cas de cette expérience, c'est pas eux qui ont initié les pillages, c'est plutôt les milices à la solde du gouvernement. Et enfin, il y a l'immense majorité de la Gen Z, c'est dans les campagnes. Et eux, on a entendu et on a vu nous, non, on n'a pas tellement entendu parler. Il se passe des choses à ta main, oui, on entend parler, ça ne le concerne pas. Donc le défi, il est là, comme tu viens de le dire, c'est comment cette Gen Z, qui est un noyau, entre guillemets, privilégié, même si par rapport aux vrais privilégiés, ils sont sacrifiés, arriver à mobiliser d'autres segments de la Gen Z, et évidemment pas que de la Gen Z, puisqu'il faut que ce soit un mouvement populaire et que ça ne soit pas simplement « nous, on veut notre chaise » comme les politiques, comme jeunes, et comme les politiciens voulaient leur chaise. Voilà. Juste, je vais peut-être réagir quand même sur ce mouvement-là. Donc, François a insisté sur le fait que c'est clair qu'il y a un défi aujourd'hui pour créer vraiment, en fait, entraîner vraiment l'ensemble déjà de la génération. J'ai éparpillé, et c'est un des problèmes aussi à Madagascar, c'est cette densité extrêmement faible et la taille du pays, avec une densité très faible, et à toucher des personnes qui sont dans des zones hyper enclavées, qui n'ont aucune information, etc., c'est évidemment un défi énorme, quoi. Et c'est comme ça, pourtant, qu'on entraîne un pays. Et donc, créer cette dynamique n'est pas simple du tout. Et souvent, d'ailleurs, les pouvoirs, les anciens régimes n'ont pas cherché spécialement à aller justement créer ce lien et qui existe très peu aujourd'hui à Madagascar, quoi. Mais c'est réellement un des défis à faire. Mais je voudrais quand même revenir sur le fait, parce qu'on entend beaucoup, et même sur place là-bas, des critiques sur ce mouvement en disant oui, finalement, c'est un petit nombre qui ne s'y sont pas organisés, etc. etc. Et surtout, quelque chose qui me gêne beaucoup, moi, c'est quand j'entends aujourd'hui dire ils se sont fait, alors peut-être qu'on aura discuté tout à l'heure là-dessus, ils se sont fait le bonnet hors révolution. Donc, sans entrer là-dedans, là, j'ai envie de dire quand même d'abord, c'est que ce mouvement a réussi à renverser un régime. Donc, c'est quand même, avant tout, même sans aller plus loin, bravo, quoi. C'est quelque chose d'extrêmement... c'est quelque chose que les autres générations n'ont pas réussi à faire. En tout cas, ce régime dure depuis des années. Tout le monde, le ras-le-bol, il était là, il était présent depuis des années. À chaque fois, comme disait François, on disait, mais la crise, elle va arriver, et quand est-ce que ça va exploser? Et ça venait pas, quoi. Et là, bon, évidemment, il y a un concours de circonstances, mais en tout cas, il y a la Gen Z qui est arrivée et qui a provoqué, en fait, ce changement. Et donc, d'abord, et ce que je voudrais aussi rajouter sur ce point-là, c'est que il y a quand même aussi, au niveau de cette génération-là, on va dire, justement, quelque chose, une spécificité que n'a pas peut-être l'ancienne génération, c'est que dans beaucoup de l'enquête qu'on a menée, dans l'analyse qu'on a menée, on voit aussi à Madagascar cette espèce d'inertie. Et quelque part, en fait, il y a une énorme défiance, mais aussi il y a quelque part un climat de désespoir, je dirais, où en fait, beaucoup de gens disent « mais on n'y peut rien ». On a notamment mené une enquête, toujours, parce qu'on est, nous, on est spécialistes des enquêtes statistiques auprès de la population, donc ça permet quand même de savoir un peu, de mesurer un certain nombre de phénomènes et de mesurer les points de vue de la population. Et par exemple, on a posé la question en disant il y a des inégalités extrêmement fortes à Madagascar, qu'est-ce que vous en pensez, quoi? Et donc, il y a des gens qui disent oui, c'est inadmissible et il faudrait le changer, mais ça ne représente en fait que 25% de la population. Il y a 25% qui disent c'est inadmissible, mais on n'y peut rien. Et il y a les 50% restants, il y a ceux qui disent c'est comme ça. Il y a ceux qui disent oui, c'est le destin. Donc, on ne peut rien. C'est le destin, le lac. Et donc, on n'y peut rien. Et donc, là où je dirais que la Gen Z a joué un rôle dans se disant non, il ne faut pas accepter les choses, il faut se lever, quoi. Il faut faire quelque chose. Et donc, dans ce sens-là, peut-être que c'est aussi ce rôle qu'a joué la Gen Z en disant, eux, ils n'ont pas accepté, quoi. Ils ont dit, on va se mobiliser. Et ils ont eu une capacité de mobilisation, ils ont saisi une circonstance, notamment grâce aussi à l'aide des réseaux, et qui ont permis, en fait, cette séquence, quoi. Oui, donc justement, effectivement, après l'espoir qui a été suscité lors du départ du président Andrzej, on a aussi eu très rapidement une forme de déception dans les semaines qui ont suivi, qui a été exprimée par certains membres de la Gen Z, notamment après la nomination du Premier ministre. Notamment, on a critiqué ses liens avec le secteur privé, ses liens avec l'ancien gouvernement.
Il y a eu aussi des critiques sur la nomination du nouveau gouvernement, qui a été peut-être fait sans consultation ou avec des retours d'anciennes figures politiques que AGZ ne voulait probablement pas revoir. Est-ce que, première question, peut-on considérer que, ou c'est trop tôt peut-être de considérer que la révolution a été confisquée à ses initiateurs pour ne plus le lire ici ou là? Et plus largement, comment on fait pour recomposer un pouvoir justement avec cette Gen Z qui prend conscience de son importance, la classe politique, comme on l'avait dit, qui essaye toujours de revenir, de reprendre sa place, mais qui n'a pas réussi, en tout cas pendant ce moment-là, à s'imposer. Éventuellement l'armée, comment on recompose un peu tout le pouvoir avec tous ces acteurs qui sans doute prennent conscience de leur importance et de leur habilité à agir sur les décisions. Je pense qu'effectivement, il est peut-être un peu tôt pour savoir ou non, pour savoir ou non par rapport à la confiscation du pouvoir. Mais par contre, donc la GNZ, qui a réussi à constituer un réel rapport de force politique pendant ces mobilisations-là, continue à garder sa position de garde-fou au nom du peuple et vraiment de vigilance en fait au niveau des politiques, parce qu'on sait ce que les politiques peuvent faire et on a vu combien de fois la révolution nous a été confisquée. Donc on essaie vraiment de ne pas faire les mêmes erreurs du passé. Malheureusement, donc le nouveau gouvernement n'a effectivement pas entendu certaines de nos revendications, notamment pour nommer le nouveau gouvernement et les nouveaux ministres. On n'a pas été consultés. Par contre, certaines de nos revendications, notamment en termes de transparence, d'audit, ont été entendues. Récemment, les ministres ont notamment publié leur déclaration de patrimoine, ce qui était une de nos revendications. Et la plupart des ministères commencent à nous accueillir, en tout cas de nous ouvrir certaines portes petit à petit. Donc il y a vraiment peut-être un espace de discussion qui commence à se créer. Mais je pense que pour composer entre ces différents acteurs, ce qui est vraiment un mordant et un des enjeux principaux du nouveau gouvernement, c'est la tenue des assises nationales qui étaient prévues le 15 novembre, mais qui ont été reportées. Je pense que par la tenue de ces assises nationales, il y aura vraiment en tout cas un espace de dialogue qui va pouvoir se créer entre les différents acteurs, les anciens politiques, les techniciens, le peuple et toute la société civile. Et je pense qu'il y a un réel enjeu derrière ces assises parce que ça va permettre de faire remonter toutes les revendications de chaque partie prenante et vraiment comprendre dans cette transition quel sera le rôle en fait de chaque acteur et ensuite comment organiser des élections transparentes et démocratiques. Donc aujourd'hui, effectivement, on ne peut pas encore savoir si ça nous a été confisqué, mais en tout cas, on travaille pour que justement notre voix soit entendue et le gouvernement, en tout cas pour le moment, semble assez ouvert aux discussions. Monsieur Répond, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? Oui, non, je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit tout à l'heure. C'est-à-dire que le défi maintenant, c'est celui de l'organisation de la Gen Z en force politique. Et c'est évidemment, après un changement de pouvoir, c'est évidemment toujours la chose la plus difficile. Parce que le mouvement qui a... Alors là, moi, ce n'est pas le mouvement qui a pris le pouvoir, parce qu'il n'a pas pris le pouvoir. Donc, le mouvement qui a été derrière le changement de pouvoir doit s'organiser. Et en effet, vous avez raison de rappeler que la jeunesse est diverse et d'autre part, il faut identifier qui la Gen Z, c'est qui, ce modé. Mais le défi, c'est vraiment celui de l'organisation d'un mouvement qui est né pour les réseaux sociaux. Et là aussi, je vais continuer à être un comparatiste ennuyeux, mais on voit aussi dans les autres pays les difficultés d'organisation de ces mouvements de révolte numérique. Parce que la révolte, elle est sur les espaces sociaux, elle est facile à organiser. Mais après, pour qu'elle passe à la fois dans la rue et puis après par des institutions politiques, c'est plus compliqué. Et donc, on voit ce parcours très difficile qui a lieu aussi dans d'autres pays. Je vous rappelle quand même qu'au Népal, là, les choses ont été poussées plus loin, puisque a été désignée sur les réseaux sociaux la nouvelle dirigeante du pays, qui était désignée dans une sorte
on va pas dire référendum numérique, mais un peu dans ces eaux-là. Et que maintenant se pose la question, en effet, comme à Madagascar, de comment la jeunesse népalaise s'organise et de son inscription sur les listes électorales. C'est surtout puisque eux, ils vont avoir des élections au mois de mars. En tout cas, ils ont prévu une transition de 6 mois, donc de voter au mois de mars très, très rapidement. Donc, cette question aussi du passage de l'organisation de la révolte numérique à une organisation plus politique qui défend des points de vue et des revendications, c'est vraiment maintenant, en effet, l'étape cruciale. Et donc, en effet, il y a ces assises nationales au Moody qui peuvent être un espace de dialogue. Et je pense qu'il faut, en effet, essayer évidemment d'être le plus large possible au niveau de rassemblement de la jeunesse, même si évidemment le terme inclusif, vous savez, dans toutes les transitions, tous les processus, on dit toujours inclusif, c'est jamais inclusif, hein, par définition, parce qu'il ne faut jamais inclure tout le monde dans une société autour d'un débat. Donc, c'est un mot passe-partout, mais en tout cas, il faut essayer de balayer plus large possible et de faire une organisation qui, même si son noyau initial est petit, est plus large et représente de la pluralité. Je préfère l'expression représentatif plutôt que celui d'inclusif. Représente la diversité de la jeunesse autant que possible. Mais c'est vraiment maintenant ce stade crucial, et donc la balle est dans le camp de la Gen Z maintenant. Politiquement, la balle est dans le camp de la Gen Z, et sur le thème principal politique qui est actuellement celui de la transition à Madagascar, c'est-à-dire la lutte contre la corruption, c'est là vraiment sur cette question-là que le test fondamental va être fait. Mais je suis sûr qu'on va continuer en parler. Oui, peut-être pour réagir sur cette question de comment, quel va être le rôle de la Gen Z et un peu des différents acteurs là dans l'avenir, et réagir à cette idée que la Gen Z, est-ce qu'elle s'est fait voler sa révolution, entre guillemets. Moi, je réinsiste sur le fait que pour moi, ça me gêne ce raccourci en disant que la Gen Z, qu'on entend partout, la Gen Z s'est fait voler sa révolution. Selon moi, c'est pas vrai. D'une part, parce que la Gen Z n'était pas là pour prendre le pouvoir, quoi. Ne l'a jamais demandé et c'était pas l'objectif du mouvement. Donc, le fait que le pouvoir aujourd'hui soit pris par l'armée, mais ça peut plus être n'importe quelle autre institution, c'est pas, pour moi, il n'y a pas vol pour l'instant. Il se trouve qu'effectivement, ils n'ont pas été vraiment écoutés pour la constitution du gouvernement. Après, il va falloir suivre, mais ça ne veut pas dire que la Gen Z est écartée et n'a pas sa place. Elle est toujours là. Elle doit renforcer sa place. Elle doit justement convaincre ceux qui ne sont pas encore convaincus qu'ils peuvent jouer un rôle. Ils ont déjà joué un rôle, hein, puisqu'ils ont renversé le régime. Et donc, est-ce qu'ils peuvent jouer un rôle sur le long terme? Donc, c'est là où il y a quelque chose à renforcer. J'ai été témoin parce que j'ai assisté à ce séminaire national là où justement la Gen Z Madagascar a essayé de rassembler un certain nombre de représentants de différentes régions de Madagascar. Donc c'est vraiment une initiative que je trouve très louable, parce qu'ils sont juste, ces initiatives, ils sont très jeunes dans leur organisation et la première réaction, c'est d'aller chercher justement à réunir des gens des différentes régions de Madagascar. C'est une réaction extrêmement positive, je pense, dans le sens où justement, il faut entraîner l'ensemble du pays et pas seulement rester à la capitale et rester entre, disons, des gens éduqués, quoi. Et donc, je pense que c'est vraiment quelque chose qui est alloué et qu'il va falloir renforcer, et c'est l'enjeu. L'idée de faire effectivement ces comités populaires locaux, je pense que c'est aussi une initiative très, très louable et qui mérite d'être vraiment poursuivie. Et dans le sens où, et je pense que il y a peut-être un autre enjeu qu'on ne souligne pas suffisamment que la Gen Z doit faire, mais peut-être plus largement, pas seulement la Gen Z, mais les citoyens en général et la société civile en général, hein, c'est que à Madagascar, il est arrivé un point, parce qu'on est arrivé tellement à une situation où tout est défaillant, où vraiment la situation à tous les niveaux, beaucoup de dysfonctionnements existent à tous les niveaux, quoi. Et donc, une espèce de désespoir qui d'une certaine manière, empêche un peu les actions et empêche de réagir, sauf certaines personnes, mais qui n'arrivent pas à entraîner. Et donc là, peut-être le rôle de la Gen Z avec d'autres membres de la société civile, c'est de dire aussi, c'est que tout le monde a un rôle à jouer. On ne va pas juste attendre que le gouvernement fasse quelque chose et à être là, attendre qu'un miracle se produise. D'une part, le miracle ne se produira pas.
il va falloir du temps pour que Madagascar reprenne une route, disons, positive et qu'on remonte la pente. Et d'autre part, ça ne viendra pas uniquement... Déjà, heureusement, c'est une bonne chose déjà qu'on n'attend plus l'homme providentiel. Il n'existe pas. Il n'existera pas, sauf miracle. Mais miracle, a priori, pour l'instant, n'existe pas. Et donc là, c'est un collectif qui doit jouer, et un collectif qui ne va pas juste attendre ou jouer juste le rôle de attention, mais agir, quoi, véritablement agir. Et donc, dans ce sens-là, comme par exemple la corruption ou les prédations, ça existe au niveau paroxysmique, on va dire, tout en haut de l'État, mais en fait, il existe partout, à tous les niveaux de la société à Madagascar. Et donc, peut-être qu'il y a un rôle à jouer à tout le monde, à tous les niveaux, on prenait l'exemple là justement il y a un collègue à nous quand on est rentré à Madagascar là qui a discuté avec quelqu'un qui était d'un milieu un peu reculé, un peu zone enclavée, qui connaissait pas très bien comment fonctionnait justement à la douane, et en passant à la douane à Madagascar, elle a tout de suite préparé un billet et en disant que je vais être obligée de payer, quoi. Évidemment, quand on part avec l'idée que je vais être obligé de payer, en face, le douanier, le contrôle de police, va effectivement voir que ces personnes n'est pas au courant et donc va payer, effectivement, lui demander de payer, quoi. Et donc, s'il y a des comités, entre guillemets, peut-être de vigilance ou pour informer la population sur ses droits ou tout simplement pour exercer, en fait, une certaine vigilance à tous les niveaux de la société, il y a peut-être quelque chose à faire là-dessus et pas seulement attendre que tout se passe en haut, au niveau au sommet de l'État. Il y a quelque chose vraiment à changer, une dynamique à lancer pour entraîner l'ensemble de la société, parce que justement, Madagascar c'est tellement éparpillé. C'est une société où on a insisté là-dessus, c'est une structure sociale qui est à rebâtir pour faire vraiment société. Juste un mot, là, pour moi. D'abord, Simon, la question, c'était que faire pour que... si on savait, on l'aurait dit. Hein, donc, je pense que personne ne le sait réellement quelle est la solution. Et en plus, avec toutes les inerties qui sont là, c'est tout changé dans le mode de fonctionnement de Madagascar depuis des générations. Pour moi, je dirais, c'est arriver à dépasser le réseau. Parce que les réseaux sociaux, ils ont joué un rôle très positif dans la révolte et dans l'initiation du mouvement, parce que l'information circule et ça va vite, on peut s'organiser comme ça, et on a les exemples d'autres pays où on se compare et on s'inspire aussi, mais ça a aussi des limites. Ça a la limite, d'une part, de tout le monde n'est pas connecté. Qui sont sur les réseaux? C'est une infime fraction à Madagascar. Et de ce point de vue-là, l'exemple népalais, délire sur les réseaux le Premier ministre à Madagascar, ce serait une catastrophe. Ça voudrait dire qu'un noyau de 1% de la Gen Z et plus déciderait, accaparerait la décision citoyenne de l'ensemble de la population. Donc moi, ça ne me va pas du tout, cette façon de procéder. Et donc ça, c'est un côté. Et d'autre part, l'organisation horizontale, qui a été un atout encore dans les événements, c'est aussi maintenant un défaut, parce que qu'est-ce qu'on fait après? Donc très clairement, avant que la CAPSAT arrive, on sentait le mouvement commencer un peu à péricliter. Et, entre guillemets, heureusement que cet acteur est arrivé, sinon, probablement, ça n'aurait pas débouché sur ce que ça a débouché. Donc s'organiser, ça veut dire dépasser les réseaux, aller chercher d'autres alliés dans les groupes sociaux. On a parlé des classes plus défavorisées en ville et à la campagne, la société civile, et avec le risque aussi qui a été évité jusqu'à maintenant, c'est que il faudrait des porte-paroles, mais comment éviter que le porte-parole vienne chercher à manger, comme venaient chercher à manger et des autres hommes politiques. Donc là, effectivement, il y a probablement un défi d'organisation. Il y a la vigilance sur ce qui se passe, exercer la pression. Imaginons que le pouvoir dérape aujourd'hui. Est-ce qu'à partir de la Gen Z et des réseaux sociaux, donc peu de gens seraient à nouveau capables de mobiliser les gens dans la rue? C'est pas gagné. Or, c'est ça aussi qui a permis que le mouvement dépasse les mouvements. Là, tout à l'heure, on a dit qu'il y avait très peu
de mouvements sur l'eau et l'électricité, tous les mois, en CATS, à l'université d'Ontario et les autres, il y a des mouvements localisés, mais ça reste dans l'université, c'est durement réprimé, et il y a pas ça sort pas dans la rue, c'est pas sorti comme ça s'est passé. Donc voilà, donc un gros défi. Je reviens justement sur la notion de l'homme providentiel. Ça, c'est véritablement peut-être une des nouveautés que Medici a souligné justement sur le fait qu'il n'y ait pas eu de leader, de figure politique qui a récupéré. Comment on explique ce recul? On comprend cette méfiance, la Lisette, par rapport à la classe politique. Est-ce qu'on peut penser que c'est véritablement une tendance qui est durable, ou est-ce que finalement la classe politicienne, on peut craindre que la classe politicienne reprenne sa place d'avant? Oui, comme mentionné, du coup, la Gen Z, dès le départ, n'a jamais prétendu vouloir le pouvoir. Enfin, la Gen Z, justement, déjà n'a pas forcément l'âge de prendre le pouvoir en tant que tel, donc ça pose déjà ça pas de problème. Mais je pense qu'effectivement, en fait, ça ouvre un peu le champ des possibilités, parce qu'on a toujours eu un peu cette image du pouvoir politique en tant qu'un homme providentiel qui vient, se lève et décide d'entraîner un peu tout le monde dans ses idéologies. Surtout à Madagascar, la plupart des partis politiques sont homonymes, en fait. Donc ça a toujours été un peu cette position de l'Europe présidentielle. Mais je pense que ça, justement, ça révolutionne un peu les manières de faire de la politique. Parce que ça a montré, notamment à travers la Gen Z, que un individu qui a envie de s'engager pour son pays peut le faire à son échelle. Et comme j'ai dit, c'est vraiment cette idée d'intelligence collective de moi, je sais faire ça quand je vais aider sur ce champ-là au niveau du mouvement. Donc ça permet aussi de peut-être repenser le pouvoir en général. Maintenant, je ne sais pas trop par rapport à Madagascar si l'idée justement ce serait par exemple un gouvernement collégial avec plusieurs personnes à la tête du pays ou pas. Ça, on verra à la fin de la transition. Mais en tout cas, en termes de révolution du champ politique et de comment faire de la politique, ça a vraiment permis de faire comprendre aux autres, en fait, qu'on n'a pas besoin forcément de leader, tant que les personnes au sein du mouvement portent les mêmes idéaux et ont le même objectif, on peut faire corps ensemble et on peut avancer. Et effectivement, on a fait face à plusieurs soucis en termes d'organisation, etc., du fait de justement l'absence de leader, mais on a vite pallié à ces soucis-là dans le mouvement, parce que justement, on essaie vraiment de faire force collectivement et de mettre un peu tout le monde, chaque heure à l'édifice, justement. Un avis sur cette question? Oui, c'est quand on regarde, là aussi je continue à comparer les choses. En effet, quand on regarde d'autres pays, on voit bien que les réseaux sociaux et la politique changent beaucoup les choses. Enfin, je veux dire, la nouvelle relation entre les réseaux sociaux et la politique change beaucoup les choses. Et en effet, ça a un effet d'égalisation. D'une certaine mesure, parce que tout le monde peut prendre la parole, tout le monde peut créer un compte, etc. Alors, bon, tout le monde non, parce que comme vous l'avez rappelé, il y a une inégalité d'accès, mais disons que en théorie, tout le monde peut, et donc du coup, ça aplatit d'une certaine façon les groupes, et ça peut, c'est un aplatissement qui peut soit être mortifère, soit être positif. Et après cet aplatissement qu'il y a au début, il n'est pas forcément non plus permanent, parce que sur les réseaux sociaux, vous pouvez aussi, grâce aux réseaux sociaux, vous pouvez voir émerger des leaders sur les réseaux sociaux. Et donc ces leaders sur les réseaux sociaux, en général, ça se identifie en nombre de followers, de communauté, taille de la communauté, etc. Bon. Vous connaissez ça mieux que moi, de toute façon. Donc, ouais, dans un premier temps, les réseaux sociaux, ils ont un effet d'aplatissement, et donc plus de leaders. Mais par les réseaux sociaux, on peut quand même arriver à un système représentatif et à chercher de la représentation. Donc, c'est un peu là, je continue sur ce qu'on disait, c'est vraiment le défi maintenant, c'est que les réseaux sociaux, ils ont, comme tout progrès, ils ont des avantages et ils ont des inconvénients. Et donc, il faut réussir à surmonter les inconvénients.
et à accepter le principe de représentativité, si on veut à un moment être assis à une table des négociations. Peut-être juste pour compléter sur, c'est vrai, cette nécessité de structuration peut-être d'un mouvement qui est vertical. Enfin, je pense qu'il y a quand même un point positif. D'abord, ça a permis, en tout cas au niveau des réseaux, mobilisation assez rapide, extrêmement rapide, quoi. En fait, ce que j'ai appelé tout à l'heure l'étincelle. Et en tout cas, grâce aux réseaux sociaux, à la communication qui a été aussi, qui s'est passée vraiment de manière, ça a diffusé au moins sur un certain, un cercle qui n'est pas peut-être ensemble du pays, mais suffisant en tout cas pour entraîner une dynamique. L'autre point intéressant aussi dans ce fait qu'il n'y ait pas forcément un leader à ce niveau-là ou un homme providentiel derrière ce mouvement en tout cas, je dirais, c'est que ça pourrait, alors on a d'espoir là, c'est que, est-ce qu'on pourrait se dire que maintenant on a conscience que l'important, c'est pas l'individu, c'est peut-être le programme. Ces derniers temps, lors des élections, c'est toujours aller derrière une personne, mais cette personne-là, c'est l'homme providentiel, c'est celui qui va sauver Madagascar, etc., etc. Et peut-être qu'aujourd'hui, ça permet peut-être de lancer l'idée, enfin c'est l'espoir que c'est pas un homme qui va jouer, c'est un collectif et avec des idées derrière et un programme derrière sur qu'est-ce qu'il faut faire pour le pays, quoi. Donc peut-être voilà, c'est ce que je voulais juste ajouter. Un dernier point, par contre aussi sur cette idée de réseau, enfin l'utilisation des réseaux, il y a un énorme plus, je dirais, puisqu'on est là en dehors de Madagascar, nous tous ici, donc membres de l'EMACACH, en tout cas qui sont là de la diaspora, ça a permis une participation de la diaspora, quoi. Et ça, c'est pas négligeable du tout parce que, j'en parlerai tout à l'heure, on constitue, et je dis bien on parce qu'il en fait partie, en fait une communauté et qui a un énorme poids. Et on le sait peut-être pas, mais on est très nombreux et on représente en termes de potentiel pour contribuer, pour faire avoir l'influence. Et c'est peut-être pour ça que justement certains pouvoirs avant avaient peur. Mais il y a une capacité, une possibilité pour cette diaspora-là d'agir et en tout cas de contribuer. Et la GNZ l'a vraiment montré là. Ce lien qu'il y a eu entre la GNZ diaspora et la GNZ de Madagascar, effectivement, j'ai aussi été les témoins de ce lien-là qui existe et des gens qui ont fait un mouvement de venir pendant le mouvement d'ici pour aller là-bas, il y a quelques-uns. Et donc, ce lien-là a été vraiment important, je pense, et ça montre quelque chose, ça concrétise quelque chose. Et on y a justement, ce qui est assez intéressant aussi, d'ailleurs, c'est qu'on est en train de mener une enquête actuellement. Je parlerai de cette enquête-là tout à l'heure. Mais d'abord, une des raisons pour laquelle on est allé à Madagascar, c'est qu'on est, on est en train de lancer une enquête là pour essayer de voir justement ce que pensent les Malgaches à Madagascar de la diaspora. Est-ce qu'ils pensent que la diaspora peut contribuer, peut agir pour faire quelque chose comme Madagascar? Qu'est-ce qu'ils pensent de cette diaspora, quoi? Et je pense que c'est une question essentielle aussi pour créer cette communauté-là qui est oubliée ou qu'on essaie et qui est invisible. Là, on a sorti un article il y a il y a un certain nombre de temps là, en disant il y a une communauté invisible en fait en France essentiellement parce que la grosse partie de la diaspora malgache c'est en France, qui est invisible, qu'on ne connaît pas, mais qui représente un poids énorme, quoi, quand on est en train d'estimer en ce moment. Merci à vous pour vos réponses riches et élaborées. Donc maintenant, on va passer à une session de questions-réponses avec le public. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire passer un micro et on va laisser la personne parler. Posez sa question. Merci. Bonsoir, merci pour vos interventions qui m'ont beaucoup éclairé, moi qui m'intéresse à Madagascar depuis quelques années. Est-ce que, selon vous, comment on présente ça? Est-ce que les îles éparses et les différentes ressources, à la fois minières et de pêche, pourraient contribuer à un désendettement de Madagascar et ainsi relever la devise? Est-ce que ce serait, apparemment, de ce que je connais de l'économie malgache, des leviers pour augmenter le PIB moyen par habitant et faire en sorte que la balance commerciale soit à nouveau peut-être positive?
Est-ce qu'il existe d'autres moyens que les idées éparses pour atteindre cet objectif? Répondre plusieurs questions et recoder pour un défi. Si. Non. Il ne s'est passé micro comme Plusieurs questions. MC Bobo, bonsoir tout le monde, Mamadou Foufana. Merci aux intervenants pour la qualité. Ça nous a vraiment irrigué par rapport à la situation au Madagascar, qu'on ne maîtrise pas forcément. Moi, j'avais une question et c'est aussi des commentaires. La question, c'était qu'à un moment donné, on a quand même parlé de la question du fait que les gens avaient peur parfois de dénoncer. Cette dénonciation, le fait que dans la particularité de Madagascar, pour le mis en avant ici, c'est que la violence politique ou voilà, la répression, c'est pas quelque chose qui est aussi présent comme dans notre pays. Mais d'où vient cette peur-là? Est-ce que dans l'histoire, il y a eu des moments, si la situation politique, où il y a eu des violences qui ont peut-être fait abuser, qui ont fait que les gens ont peur? Ça, c'était ma question. Les commentaires, c'est que moi, je suis assez d'accord avec M. Thierry Bépilon par rapport aux comparaisons. On ne peut pas comparer la situation de Madagascar dans un contexte global. Depuis le printemps arabe jusqu'à maintenant, toutes les révolutions, toutes les protestations, les réseaux sociaux ont joué un rôle capital dans la mobilisation des uns et des autres. Maintenant, au-delà de cette question de la mobilisation, le fait que, moi, à mon avis, ça ne va pas être gênant que les gens fassent des comparaisons et que les gens s'interrogent aujourd'hui en disant que la ZNZ, sa liste a été récupérée. Peut-être que la liste n'a pas été récupérée, mais c'est important que les gens puissent s'interroger et avoir des gaps fous. Moi, j'ai peut-être ma formule en moi. Je pense que la situation au Madagascar pour la ZNZ, c'est de pouvoir, là, il faut que ça soit, on l'observe au compte du lait sur le fait, en fait. Il faut vraiment être rapporté, être vigilant. J'ai vu la licence que moi, je suis malien. J'étais dans la rue en 2020 par rapport au rejet du BK. Madame Muriel, à un moment donné, parlait du fait qu'il ne faut pas se tomber de combat. C'est très important. Puisque moi, quand j'ai descendu dans la rue en 2020, ce n'était pas pour qu'un régime militaire reste pendant 5 ans et que je n'ai plus la liberté de m'exprimer et que les partis politiques soient dissous et que les gens soient forcés d'aller en exil parce que quelque part, on s'est trompé de combat. Quand on me sortait dans la liste, c'est comme la GNG, pourquoi j'ai dit qu'il faut les mettre dans un contexte global. La pollution, le chômage, il y a beaucoup d'autres questions. La question de la sécurité, parce qu'elle est variée en crise depuis 2012. Mais aujourd'hui, on est sur les questions de souveraineté, oui. Moi, je suis assez d'accord, je suis un panafricaniste, moi, mais si c'est panafricanisme, c'est pas l'africanisme que j'ai cherché. Parce que moi, je compare parfois le dirigeant à des colloques d'aujourd'hui, parce que si pendant la colonisation, on ne pouvait pas s'exprimer, on ne pouvait rien dire, et qu'aujourd'hui, on a les mêmes attitudes, on a un État qui s'appauvrit de tout le monde, de notre liberté, c'est pas ça qui est recherché. Mais il faut vraiment, moi, je félicite vraiment la ZNZ, mais il faut suivre ce pouvoir-là de très près. Et en fait, on n'a même pas écouté la ZNZ que pour la composition du gouvernement, c'est déjà, pas qu'il y a déjà, mais il faut vraiment suivre de très près et d'être vigilant pour qu'on ne se retrouve pas dans cette situation qu'on n'a pas demandé au début. Voilà, il ne faut pas, on est dans une situation de retour des années 70 aujourd'hui, des militaires partout en Guinée, au Tchad, des peu partout, et qui prennent des libertés. C'est assez gênant et les gens doivent se battre aujourd'hui par rapport à ça. Merci beaucoup. Merci. Prochaine question. Merci. Déjà, merci pour vos interventions. C'était très intéressant. Dans l'ensemble, c'était très intéressant. On a découvert beaucoup de choses. Moi, j'avais juste une question. Il y avait quelque chose qui m'a particulièrement marqué durant les manifestations. C'était le fait qu'il y avait eu certaine entraide en fait, entre les générations, entre guillemets. C'est-à-dire qu'évidemment, vous avez des jeunes qui vont manifester, d'autres qui vont leur préparer le repas. On a des vigiles populaires la nuit. Quand je discute avec mes aînés, ils me racontent que c'était la même chose en 2002. Dans d'autres situations, si on a pu avoir ce genre de mouvement de patron. Du coup, en fait, finalement, est-ce que les mouvements sociaux à Madagascar ne s'inscrivent pas, de certaine manière, dans une sorte de perspective libertaire? C'est-à-dire que finalement,
la défiance envers l'État est telle que les gens se constituent eux-mêmes en force politique. C'est-à-dire, finalement, personne ne fait confiance aux autorités. Nous, on se constitue en force, c'est-à-dire quand nous, on va surveiller la sécurité de chacun, on va s'organiser pour que tout se passe bien de notre côté. Finalement, l'État, il fait ce qu'il fait, il réprime, etc. Donc, finalement, est-ce que ça serait pas intéressant aussi de pousser le point de vue, l'analyse des mouvements sociaux malgaches en particulier, ça peut s'appliquer à d'autres, sur cette perspective un peu libertaire et d'auto-organisation, quelque notes. Ce sera la dernière question. Bonjour. Je vous pose une question, en fait. C'est surtout à Mireille que je voulais poser cette question. Est-ce que vous pensez qu'il faut faire une rupture totale avec la France? Je vous pose cette question particulièrement à vous, parce que bon, je sais que vous êtes collègue avec François, et peut-être que, par contre, vous êtes Malagas, d'accord? Donc, vous remettez souvent la responsabilité sur François. Avec François, donc je voulais vous poser cette question. Parce que moi, j'ai manifesté, du coup, le 25 septembre, place de la République. J'ai manifesté aussi aux autres manifestations. Je suis d'Agen Y, je ne suis pas d'Agen Z. J'ai participé aux manifestations en tant que jeune mineur en 2002. On a fait la marche entre Bastille et place de la République pour défaire le président Razzia. Donc, du coup, je suis politisé depuis un certain moment. J'ai vu le coup d'État venir à Madagascar en 2009, dans le sens où le président Ravalman avait fait un appel d'offres pour le pétrole et ne voulait pas privilégier Total, entreprise française. Donc du coup, on sait quand même tout ce que la France a causé à Madagascar depuis la décolonisation, même la colonisation elle-même. Donc du coup, c'est à vous que je vous pose cette question. Est-ce que vous pensez que c'est bénéfique pour Madagascar de créer une rupture totale et peut-être revenir après, faire des affaires avec eux, mais de privilégier le commerce avec d'autres partenaires? Merci. Maintenant... Il y a des intérêts français, je ne le nie pas, il existe. Mais moi, je dis juste que focaliser uniquement, confondre beaucoup de personnes sur ce problème-là est une erreur, parce que ce n'est pas le centre du problème, selon moi. Donc ça, c'est une première précision que je dis, c'est que avant tout, le problème est malgache et n'est pas dû aux Français ou aux Russes ou etc. etc. C'est d'abord les Malgaches. Et qu'on prenne nos responsabilités en tant que Malgaches. Et pas dire c'est à cause de qui, de quoi, c'est nous d'abord. Donc moi, je pense que c'est souvent, on entend ça partout, et ça a été utilisé justement par différents régimes, le fait qu'on s'échappe de ses responsabilités en incriminant d'autres, et notamment l'extérieur, comme cause de nos maux, alors qu'on est responsable, quoi. Donc ça, c'est mon principal point. Après, est-ce qu'il faut rompre avec la France? Donc, je répondrai encore de manière globale. La France, la Russie, les États-Unis, je ne sais pas moi, les Émirats arabes unis, je ne sais pas, il y a tellement, ils sont nombreux, ce n'est pas uniquement la France quoi, qui sont là. Et dans tout pays, il y a des ingérences. On a parlé du Mali tout à l'heure, on a parlé de... est-ce que pour autant, il faut rompre avec ces pays-là complètement? Je ne pense pas. Je pense que Madagascar, il y a eu une période justement dans le passé où Madagascar s'est enfermé. C'est vraiment à fermer ses relations. C'est la période Razzia, avec un moment où on a dit on va s'autonomiser, etc. Il y a une période Razzia qui est sur ce qu'on a et qui a été très négative pour l'économie de Madagascar. Et donc, étant économiste, je pense que rompre complètement serait une erreur. Mais c'est un point de vue personnel. Je pense qu'il y a un moyen de changer les choses sans le rompre. Parce qu'effectivement, il y a des choses qui seraient à changer. Et c'est aux dirigeants de le changer. On ne va pas attendre des pays qu'ils changent vis-à-vis de Madagascar. Eux, ils ont leurs intérêts. À nous, à nos dirigeants, à nous de changer notre manière de gérer avec l'extérieur. À nous de ne pas
nos dirigeants là qui justement vendent le pays, c'est à ceux qui vendent le pays qu'il faut incriminer. C'est pas à ceux qui achètent des choses chez nous, parce que eux ils pensent à leurs intérêts. Et donc on voit. Donc c'est en ça que moi je dis, on se trompe d'ennemis en disant c'est eux. Non, c'est pas eux les ennemis. Nos ennemis sont à l'intérieur du pays, quoi. Et donc c'est ça mon point de vue et que j'arrête pas d'insister sur ce point-là. Donc voilà. J'en profite peut-être pour répondre à un peu d'autres questions. Continuer un peu sur l'idée de comparaison. Encore une fois, l'idée de comparer le cas de Madagascar est extrêmement important et en tant qu'enseignante, je dis tous les jours, c'est en comparant qu'on s'enrichit et qu'on arrive à mieux expliquer les choses. Donc évidemment qu'il faut comparer. Je ne dis pas du tout qu'il ne faut pas comparer et se référer aux autres pays pour éclairer. Est-ce que les remarques de Thierry Coulon ont été très éclairantes de ce point de vue-là. Là, le point sur lequel on veut insister, là encore, j'ai fait appel à François parce qu'on fait tout ensemble. Ça ne veut pas dire qu'on est dépendant l'un de l'autre. On a aussi nos points de vue, on peut ne pas être d'accord, mais il se trouve qu'on fait nos analyses ensemble et ça nous enrichit. C'est qu'on insiste sur le fait que Madagascar a une trajectoire très spécifique. Et cette trajectoire spécifique, il faut aussi aller chercher cette spécificité pour comprendre les fois. Évidemment, en comparant, on peut comprendre, ça s'éclaire, mais des fois, il faut aller chercher la spécificité pour éclairer encore plus. Et souvent, donc, d'ailleurs, l'analyse qu'on a et c'est pour ça qu'on a voulu aussi aller sur place pour comprendre ce Gen Z, là, ce qui se passe, c'est que quand on est de l'extérieur, en fait, et qu'on se réfère à juste ce qu'on entend sur l'analyse des médias, etc., où on ne va pas finement sur les spécificités et le contexte véritable, des fois, il y a des choses qui nous échappent, quoi. Et donc, c'est en ce sens-là que oui, il faut comparer, mais il faut aller voir aussi les spécificités, les différents contextes. Il faut comprendre effectivement ce qui se passe. Dernier point, parce que je monopolise trop la parole, je fais juste le lien. En fait, 2 points quand même importants. La première, c'est sur les îles éparses. Encore une fois, ça, c'est important. C'est une question de souveraineté, etc. Le poids économique des îles éparses, c'est rien. C'est pas ça qui va changer la trajectoire de Madagascar. Cette question de souveraineté, c'est une question peut-être plus symbolique. Et encore une fois, le régime a joué là-dessus pour faire taire les dissensions, faire taire les autres aspirations de la population, d'une certaine manière, selon moi, pour détourner l'attention. Ce n'est pas l'essentiel du problème à Madagascar. Encore une fois, il y a d'autres priorités, selon moi. C'est mon point de vue. Dernier point juste, je fais le lien là, sur l'histoire de la peur. Effectivement, c'est une vraie question. D'où vient cette peur à Madagascar? Je voudrais insister là-dessus parce que je me suis ce que je veux dire. Okay. Donc, quelques éléments en complément. Donc, sur l'histoire de l'étranger, là, je pense que Mireille l'a bien dit, Madagascar doit tirer avantage de ses relations avec l'étranger. Donc, le cas spécifique de la France, il y a le côté symbolique et le poids de la France du colonisateur qui est important. La France n'arrête pas de perdre du terrain en Madagascar, c'est plus le premier acteur. Hein. La Chine a explosé, il y a bien d'autres acteurs en Madagascar. Et donc, voilà, en relation, je ne suis pas sûr que l'expérience du Mali, du Niger ou du Burkina, qui ont rompu, on peut considérer que c'est un succès ou un échec comme stratégie. Mireille a parlé de Ratsier-Lakala de l'époque des années 75-91. Pas sûr que ce soit une réussite. Et donc, voilà, je ne pense pas que ce soit une solution. Et pareil, sur les îles éparses, il y a probablement une lutte politique ici. Mais en tout cas, sur la trajectoire longue de Madagascar, ça va bien changer. Ce n'est pas les îles éparses qui vont permettre à Madagascar de remonter, c'est bien le système. Sur la question de la comparaison, Mireille a insisté sur la spécificité, mais pas tout spécifique qui sont forcément comparés. Sinon, on voit pourquoi ce serait spécifique. Et donc, la comparaison, c'est le fondement de toute analyse scientifique. On se compare quand on écrit quelque chose à ce que les autres ont écrit avant. Et donc, dans le cas Madagascar, justement, c'est par la comparaison qu'on a identifié sa spécificité. Et qui n'est pas les pensifs, la corruption, etc. C'est autre chose qui est spécifique à Madagascar. Donc, fondamental. Et sur le côté libertaire des mouvements sociaux à Madagascar, donc, voilà, une bonne hypothèse. Bon, d'abord, libertaire dans la nouvelle configuration, World Peace, qui est quand même la revendication,
on est un plein dedans, en tout cas au moins revendiqué. Par contre, et donc ça a joué un rôle, hein, nous on a rencontré un certain nombre de gens de la GZ qui se revendiquaient réellement. C'était pas un jeu de dire on a le petit chapeau aménagé, on se réfère au manga. Réellement, on prend des pseudonymes de One Piece, la philosophie, la liberté, lutter contre le pouvoir hégémonique. Donc il y a un côté libertaire là-dedans. Je suis pas sûr que ce soit une caractéristique des mouvements sociaux à Madagascar. On a dit il y a peu de confiance dans le pouvoir, mais une des caractéristiques aussi de Madagascar, c'est qu'on a peu confiance en son voisin. Donc pas seulement sur ceux d'en haut, mais la confiance, elle n'est pas massive à Madagascar, elle est plutôt faible. Donc il y a un niveau de peur qui est structurellement, il y a une surréaction à la peur, qui s'explique probablement en partie culturellement par ce fameux tabou de la violence. Un cas va devenir par la rumeur la généralisation et la peur. Je pense que dans le cas présent, la peur était justifiée. On a mentionné le logiciel Predator, des gens qui étaient arrêtés pour avoir fait des posts et mis en prison, mal donnés. Des cas de mort, on parle de régime mafieux, mais des cas de mort directe, c'est pas si clair que ça. Il n'y a pas beaucoup d'exemples très clairs de meurtres politiques à Madagascar, mais il y avait un système de contrôle et de répression tout à fait important. Et donc là, je rejoins ce que disait Mireille. Un des changements extraordinaires de ce mouvement, c'est d'avoir vaincu la peur. Et pas une fausse peur, une vraie peur, une peur justifiée. La peur de mourir pendant les manifestations, elle était extrêmement violente, c'est tout à fait vrai. Et donc là, en se luttant contre cette peur justifiée pour ce résultat positif, potentiellement, quelque chose peut changer sur ce plan à Madagascar. Donc, merci beaucoup pour vos interventions. François Roubaud pour l'enquête. Donc, on profite de vous avoir ici, là, pour ceux qui ne sont pas encore au courant. D'ailleurs, on travaille avec Aquanum notamment sur ce. C'est qu'on est actuellement en train de mener une enquête auprès de la diaspora en France, mais en fait, c'est dans le monde. Donc, il y a peut-être certains d'entre vous qui n'ont pas encore répondu à cette enquête. C'est l'idée, essentiellement, hein, c'est d'essayer de voir combien on pèse, combien la diaspora malgache pèse ici, combien nous sommes, quelles sont nos caractéristiques, quels sont nos potentiels en termes de contribution. Est-ce qu'on est différent? Qu'est-ce qu'on cherche? Est-ce que les gens sont encore connectés? Est-ce que vous êtes pas, vous, certainement, vous êtes connectés, vous êtes là, donc vous suivez déjà la information. Mais en fait, l'idée, c'est de toucher le maximum possible le nom de la diaspora. Et on sait qu'il y en a qui ne sont pas connectés. Et à partir de ça, pouvoir créer potentiellement une mobilisation, justement, de l'ensemble des membres de la diaspora en disant, si on se connaît mieux, on saura peut-être mieux qu'est-ce qu'on peut faire ensemble, quoi. Si on se connaît mieux, on pourra peut-être revendiquer plus de véritablement exister, de véritablement peser. Donc, différentes facettes, hein, aussi bien politiquement qu'économiquement, que socialement, etc. Donc, c'est ça l'idée de cette enquête. Donc, il y a peut-être des flyers là qui peuvent être distribués à la sortie. Sinon, renseignez-vous. C'est une enquête qui s'appelle ANG et AP. ANG, c'est au niveau des individus, membres de la diaspora. Donc, non seulement vous le remplissez, mais aussi diffuser l'information pour qu'on touche le maximum de monde possible. Et AC, c'est une enquête auprès des associations qui œuvrent à Madagascar. Jusqu'à présent, on a touché à peu près 3500 individus, donc c'est pas rien. À peu près 3000 personnes en France et un peu plus de 3000 et autour de 400 personnes dans le monde, donc dans différents pays du monde entier. Et on commence déjà à faire un peu quelques analyses. On a déjà présenté des premiers résultats, mais l'enquête n'est pas encore close. Il est disponible en ligne, donc il y a 20 minutes pour répondre. Donc on vous encourage vraiment à y répondre parce que plus vous répondez, plus on a les manières de faire vraiment une analyse et de faire connaître cette diaspora et le se constituer. Et juste pour compléter et donner quelques ordres de grandeur,
Donc, on a mené à partir de données françaises du recensement des analyses. La diaspora, en fait, les migrants, pas les deuxième, troisième générations qui font partie potentiellement des diasporas, c'était en 2017 la première communauté d'Afrique subsaharienne en France. Devant les Ivoiriens, devant les Sénégalais, devant les Maliens, etc. Personne n'a jamais entendu parler des Bagaches en France. Si on demande, mais à qui vous pensez en termes de diaspora, on va penser Mali, organisé, on va penser Sénégal, on n'a jamais pensé Madagascar. Donc, très nombreux. Deuxièmement, deuxième caractéristique, beaucoup plus éduqués et avec des positions sociales et une insertion sociale beaucoup plus favorables que les autres diasporas d'Afrique subsaharienne. Et donc, ça veut dire, si on regarde ce côté d'une diaspora nombreuse et particulièrement insérée avec des ressources financières supérieures aux autres diasporas, et qu'on met en contrepartie Madagascar qui est tout en bas de l'échelle, et le fait que la diaspora est peu mobilisée pour Madagascar, il y a un véritable levier auquel on rajoute la somme des revenus de la diaspora est égale au PIB de Madagascar. Donc on imagine le potentiel, évidemment, on n'a pas dépensé, vous n'allez pas dépenser, vous, membres de la diaspora, tout votre recul pour aider Madagascar, mais il y a un potentiel exceptionnel à essayer de mobiliser, surtout dans un moment où, d'un point de vue général, les apports financiers extérieurs, que ce soit l'aide publique internationale ou les investissements étrangers, sont en baisse. L'aide internationale est en train de s'effondrer, et donc là, réellement, vous avez un rôle à jouer, et cette enquête, qui est en fait une première pour Madagascar à cette échelle-là, et peut-être même pour une diaspora en France, c'est sûr, mais peut-être même dans le monde, ça vaut le coup y participer. Donc ce serait une forme de mobilisation. Merci beaucoup pour la proposition. En plus des flyers, on mettra, je pense, dans le compte-rendu qui sera envoyé le lien vers l'enquête. Et donc, on conclut en vous remerciant encore une fois pour vos interventions très éclairantes et très diverses, vos points de vue. Et merci aussi à vous d'être présents, d'avoir osé vos questions et d'être présents aussi nombreux aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci.